Bonjour et bon début de semaine à tous et à chacun sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. On démarre cette semaine, comme chaque semaine d'ailleurs, en questionnant quelques actions politiques au Cameroun avec donc Kawala qui appelle les autorités de Yaoundé à prendre de la crise afin de trouver une solution adéquate à la crise anglophone. Donc, c'est sur sa page Facebook que la leader politique a fait un retour sur cette crise qui sévit au Cameroun depuis 2016 et dans sa publication, Kawala finit en s'interrogeant sur ce qu'il convient de dire et de faire et surtout pour redresser donc les torts et recommencer à bâtir l'unité nationale lorsqu'on sait qu'on a quelques jours seulement de la fête de l'unité nationale au Cameroun et cette question se pose désormais avec acuité. Donc voilà comment on démarre ce programme ce matin, madame, messieurs, avec toute la grande équipe qui vous accompagne. D'abord vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à monsieur Richard Marcel Tam, sous-préfet de l'arrondissement de Ngoro, c'est dans le MAM de Kébu. Que se passe-t-il? Noyade à répétition entre Ngoro et Bafia. Le bac est tombé en panne. Que faites-vous, monsieur le sous-préfet? Quel est le rôle du maire? Tout de points d'interrogation. Agissez rapidement quand il est encore temps. Charlamel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la chronique La Colère qui ce matin nous amène dans un sujet très important pour le Cameroun. Vous aurez l'occasion d'avoir la teneur de cette thématique un peu plus tard au cours de l'émission. Sur ce plateau également ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Moi, ce week-end, je me suis interrogée par rapport à l'attentat qu'il y a eu à Paris. On a eu le procureur général de la République de Paris qui est sorti. On a même eu le ministre de la Santé qui s'est déployé, qui est allé même au pied, justement, des blessés, parce qu'il y en a eu. Et puis, je me suis demandé à quand, justement, nous, au Cameroun, on pourrait vivre ce type d'engagement. On a eu pas mal de catastrophes, on a eu pas mal de faits très négatifs où on aurait voulu un tel engagement, peut-être si vous voulez politique ou sociétal, mais rien. Je me suis beaucoup interrogée et j'ai dit un jour, pourquoi pas, ça pourra changer encore pour cette année 2018, si et seulement si tout le monde se lève déjà pour aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais une fois de plus pour s'intéresser encore plus à la chose politique pour pouvoir changer les choses un jour. On va surtout dire que la France en la matière, bon, on vous dit que c'est un exemple, mais bon, ce sont vos propos Florazé, mais toujours est-il que ce pays a souvent brillé par une forme de laxisme et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a attentat, on dit toujours que le terroriste était connu des services de renseignement, était fiché S, c'est le cas de celui-ci, né en 97 en Tchétchénie et qui a donc dû acquérir la nationalité française entre-temps, donc c'est dire que on pourrait questionner là-bas quelques défaillances de la part des services de renseignement en France, puisque ça s'est passé au 2e arrondissement de Paris, sur une surface très fréquentée, l'Opéra. Pour ceux qui connaissent très bien la rue de l'Opéra à Paris, quand on y est, c'est le coin touristique par excellence de la ville de Paris. Donc c'est un peu surprenant qu'on en soit là et qu'on subisse ce coup-là dans cette partie de la ville de Paris qui est censée être sur vigilance maximale avec les différents plans Vigipirate, comme ils disent là-bas chez eux en France. Bon, Bengal également sur le plateau ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le département de la Leki a déjà rassemblé 50 millions de francs CFA pour payer la caution de 30 millions au candidat Paul Biya, président du RDPC, pour la prochaine élection présidentielle.
Maintenant, je m'interroge. Le RDPC a-t-il fait faillite au point qu'un seul département lui donne de l'argent? Le président candidat a-t-il fait faillite? A-t-il déclaré ses biens au point où il a fait faillite, qu'il ne puisse pas rassembler les 30 millions pour sa candidature? Belzigi, qui a rejoint cette dynamique-là, veut-il rembourser ce qu'on lui avait donné en 92 quand il avait fui la coordination des partis d'opposition ici pour aller avec les combines politiques et tout ça, Yaoundé, pour prendre un peu. On dit qu'il a cotisé, faire 500 000, quelque chose comme ça. Merci, c'est comme ça que ça doit se faire. Merci. Après la loi qui va dire notre candidat. Voilà. Voilà, c'est nous du centre. C'est nous du centre. C'est d'abord le candidat de la loi qui est du centre, c'est-à-dire d'un clan. Merci. 55 millions de francs CFA. Est-ce qu'on leur a dit que Paul Biya manquait d'argent? Bon, on peut se poser cette question ce matin, surtout qu'on sait que là-bas, dans l'Eki, il y a quand même des localités qui souffrent. Hein. À ça, par exemple, à la télé aussi, à Obala, qui souffrent. Et quand on voit autant d'argent mobilisé pour une campagne électorale, on se dit, mais quelque chose n'a pas marché dans ce Cameroun. 55 millions de francs CFA. Et pourtant, on manque d'eau, on manque de routes, on manque des pour profiler les routes. Des routes. Voilà, quand même... un grand bassin de production de cacao, la Leki. Voilà. Voilà. Quand on fait de la politique, on doit quand même aussi avoir un peu d'essence, quand même. Un peu d'essence politique aussi, ça compte. Élégance républicaine, puisqu'on parle d'élégance républicaine dans ce contexte-là. Alors, 10-12, le Zénith de ce lundi 14 mai 2018, voici l'histoire du jour et c'est Tendance Kenya qui s'en occupe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Ma montre me déçoit. J'ai à dire aujourd'hui, je vais m'adresser à un gars qui vit en Belgique, derrière l'université de Strasbourg. De Bruxelles? Non, attends, je réfléchis, parce qu'il connaît où il vit. Tu vis à Bruxelles, voilà, derrière l'université l'université libre de Bruxelles. Oui, l'ULB. Voilà, je crois que c'est le nom. Parce que j'ai les fax sur toi. J'ai les fax. Je ne veux même pas que tu m'écris après pour dire que ouais, tendance. Pourquoi tu as parlé de moi? Pour le moment, je laisse encore ton nom dans le suspense. Est-ce qu'on doit... Ouais, comment il veut formuler la question? Raconte l'histoire. Est-ce qu'on doit manquer aux obsèques de ses parents? L'un de ses parents. Oui. Papa ou maman? Point d'interrogation. Le gars s'appelle Olivier. Ton nom de famille, je ne peux pas parler. Olivier, c'est depuis vendredi qu'on a enlevé le corps de son père Bonbon. À la dernière minute, il a tout gâté. Il a d'abord dit qu'il venait. Tu as d'abord dit que tu venais. Tu n'es pas venu. C'est passé. On a enlevé le corps, oui, on a enlevé le corps jeudi. Tu as dit que tu venais. Tu n'es pas venu. Vendredi, tu as envoyé 1 million, que tu n'as pas de contribution. Aujourd'hui, à 15 h, 1 million, on va te renvoyer ça à 15 h. Je connais l'agence où on va envoyer. Je ne connais pas où on va envoyer. Ta famille a dit que l'argent là, qui ne vont pas dépenser, que tu dois venir au deuil de tes parents. Ta femme, c'est une femme blanche. Non, on a encore regardé le corps. Elle s'appelle Poivron. On a encore regardé le corps. Donc on était... Tellement ça fait répondre qu'on a d'abord organisé tout. Aller payer à la morgue, on savait que le corps sortait jeudi. Jeudi, même le morgue a dit que venez récupérer le corps. La famille dit que papa, on ne peut pas récupérer le corps sans que telle personne ne soit là. Il a dit moi, c'est le nom de la femme du monsieur qui m'intéresse. Poivron. Béatrice Poivron. Béatrice Poivron. Je ne sais pas si c'est toi qui empêche à ton mari de venir enterrer son père. Maman, si c'est toi, c'est que ça n'est pas bien passé ici au Cameroun, toute la famille est en colère contre lui. Ça fait 8 ans qu'il vit là-bas. 8 ans. Vous avez 2 enfants. Je n'ai pas besoin d'aller dans ton compte, tu te reconnais, c'est que tu me vois. Olivier, pardon. La famille a dit que si tu n'es pas là, tu les oublies. D'accord. Que tu ne peux pas rester dehors, les années que tu as fait dehors, tu manques le deuil de ton père sans motif. Pourquoi au départ tu as dit que tu venais? Tu n'es pas venu. Et la famille dit que Olivier se moque de nous. Un enfant se moque de nous, il dit d'abord qu'il a appris, il ne vient pas, il change d'avis sans motif. Ça, donc il a changé d'avis sans dire pourquoi il ne vient pas. Au dernier nouvelle, tu as dit que d'ici 2 ou 3 ans, je pourrais venir au deuil.
Envoyez-moi juste les photos et les vidéos. La famille a dit Tégué. Donc où tu es là? On a encore envoyé le corps, le deuil là pour la semaine prochaine. Arrange-toi vite à venir enterrer ton père. Et tu es le seul garçon. Voilà. Tu as 3 grandes soeurs. Il est le Benjamin d'une famille, il a 3 grandes soeurs, c'est lui le Benjamin. Voilà, je comprends. Tu ne sais pas pourquoi on insiste que tu viens. L'unique garçon. Oui. Voilà. Il ne sait pas pourquoi on insiste qu'il vient au deuil. On a insisté que Dieu, tu veux que je vais venir d'ici 2 ou 3 ans. Il ne sait pas, c'est toi qui dois être même. Il sait, il est pris en otage par sa femme, il sait. Madame Poivron, pardon, libère-le. Il sait. Madame Poivron, libère-le. Charles Labelle a été piqué comme moi par ce nom-là. Poivron. Béatrice Poivron. Béatrice Poivron. Je vais te montrer son compte Twitter. D'accord. Il va venir enterrer son père. Donc la famille est dépassée. Donc à partir de 15 h, on te renvoie 1 million. La famille, on a comme comment il envoie 1 million, il ne vient pas. Qu'est-ce qui l'empêche? Point d'interrogation. Je te laisse la parole, Eric. Alors, il est 10 minutes sur Equinox Télévision, on a 20 minutes, 20 costaudes minutes pour débattre, échanger sur cette thématique, sur l'histoire de cette matinée très très importante. D'abord, j'aimerais quand même saluer cette histoire avec ce nom qui sort du commun, ce nom rock'n'roll, Béatrice Poivron. Ça montre bien qu'elle est bien de la Wallonie parce qu'en Belgique, il y a 2 peuples qui y vivent. On a les Wallons et les Flamands. Les Flamands sont beaucoup plus de culture néerlandaise et les Wallons sont beaucoup plus culture francophone, française, on va le dire comme ça. Donc Poivron, on comprend bien pourquoi elle s'appelle ainsi. Puisqu'on a dit ça, bon Bengan, voilà une histoire qui de plus en plus se fait sentir. On vit de plus en plus ces situations dans nos familles, puisque, vous le savez, il y a eu cette vague d'immigration, d'émigration, puisqu'on parle de sortie du pays, qui veut que des parents envoient les enfants continuer leurs études à l'étranger. Ils y vont, ils font les études et puis s'installent dans ces pays d'accueil et ils vivent, se marient là-bas. Et donc c'est donc posé à un moment donné la question de savoir le retour aux sources, le retour au pays, comment on gère les obsèques lorsqu'on est frappé. On a vu les plus conscients prendre le billet d'avion illico pour retourner au pays, mais il y a d'autres qui, sur des fallacieux prétextes, on va dire qu'ils manquent les moyens, qui disent qu'ils n'ont pas le billet d'avion pour aller-retour au pays. Bon, d'aucuns sont plus malins et parlent de la tradition, des coutumes, des us et coutumes, qui parfois sont très prégnantes pour leurs copines, pour leurs femmes là-bas en Europe. Donc, difficile d'équation à résoudre pour ces Camerounais, pour ces Africains qui arrivent en Europe et semblent épouser cette culture-là et oublient leurs racines. Oui, j'ai peut-être la chance que Charles Amel est là, parce que c'est un sujet qui me poignarde, en fait, parce que je ne peux pas trop me lancer dans des commentaires initiés du marchage. Je vis ça presque tous les week-ends. Presque tous les week-ends. Au départ, j'avais l'impression que, comme ils sont loin, on pouvait garder tout. Mais à un autre moment, ici sur place, il s'est passé comme si les gens ont transformé les deuils en réjouissance. On attendait la rang, il y en a qui disent, bon, d'abord au niveau de faire part, on dit tel est en Azerbaïdjan, tel est Dieu qui est... Donc il faut mettre le nom de tout le monde parce qu'on a participé. Bon, je suis toujours choqué justement par cette attitude-là. Je vais me limiter à ce qu'on appelle la déperdition. Parce que même nos enfants qui sont là-bas, eux, ils épousent la culture occidentale sans la leur, en rejetant la leur. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de comparaison où ils mettent leur culture en bas et la culture occidentale en haut. Je vous prends un seul exemple. Barack Obama est en pleine campagne électorale. On lui dit sa grand-mère est décédée. Il a tout arrêté. Au Kenya. Il a tout arrêté. Oui. Il va d'abord enterrer sa grand-mère. Mais voilà, votre papa est décédé. Et je suis sûr que si son beau-père décédait là-bas, il allait tout abandonner, gerbe de fleurs et tout ça, comprendre même sa douce femme et tout, l'accompagner et tout, voilà. Et tout, bon, ils oublient donc que le terme « honore ton père et ta mère » est fondamental. J'ai dit, la famille est en train de vouloir le sauver, ou alors lui aménager une porte de sortie honorable. S'il rate cette occasion, puisque la famille dit vouloir enterrer avant le 20 mai, donc probablement ce sera samedi prochain. S'il ne vient pas, tant pis pour lui.
Je ne connais pas sa famille. Il y a des mécanismes qui peuvent être mis en branle. Absolument. Pour lui faire du mal, pour faire payer ça. Absolument. Absolument. Il est d'abord l'unique garçon. Ça veut dire comment serait organisée la succession. Apparemment, son père lui a dit des choses. Il va le dire comment. Et l'autre chose, j'ai vécu ça également. Là, je suis obligé de parler puisque j'étais en réalité communicateur de ces obsèques. Tant que nous sommes éduqués et éduqués, John Léa, vous avez entendu parler du décès d'un des footballeurs qui voulait amener le professionnalisme au Cameroun. Oui. John Léa, Eugène John Léa. Eugène John Léa, oui. Sa famille est là. À quoi? À côté de Rue Bébé Yidi ici, à quoi? D'ailleurs, il était décédé. On a attendu son fils William. Et William John Léa s'est comporté de la même manière. C'est-à-dire la famille l'attend, tout le monde, la FECAFOOT, le gouvernement, le ministère de William, il a fait exactement comme ce bonhomme. Il dit, mais vous pouvez interroger papa, je pourrais venir le moment. Mais c'est pas possible. Vous envoyez les photos et les vidéos. Tout est dans l'accent. Oui, William n'est jamais venu. Je ne sais pas s'il est venu après voir la tombe de son père, n'est jamais venu. Mais bon, voilà, on ne sait même pas ce qu'il en est avec. Mais quel sacrilège. Quel sacrilège. Pour le fait, comme la famille est dans cette situation, je veux dire, si le chef de famille veut, comment on dit ça, lui pourrir la vie, ce gars, on va pourrir sa vie. Mais je pense que peut-être il n'irait pas là-bas, il n'irait pas jusqu'à ce niveau. Mais si ce bonhomme, si sa famille décide de lui rendre la vie difficile, qu'il aille même se réfugier à Mars, il aura la vie difficile. D'accord. C'est compris. Le reste, je préfère que Charles nous édifie mais davantage. Parce que c'est un poignard. Parce que c'est une question importante. Bon, peut-être que nos parents doivent réfléchir déjà à ne plus accepter qu'on aille continuer nos études en Europe. Parce que si... Après, vous allez dire que nos parents ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas mettre les moyens pour conclure les Parce que si on continue à agir comme ça, alors c'est vers ça qu'on tend. On s'achemine vers là et c'est très compliqué. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse pour la suite. Il est important qu'on entende votre position sur cette histoire ce matin parce que il s'agit d'un jeune monsieur qui est en train de faire, comme vous dites le plus souvent, les morts sont morts. Donc il estime qu'il peut bafouer la symbolique de la mort avec autant de prétentions comme il le fait, sans en subir les conséquences. Qu'est-ce que vous dites, vous, à ça? Eric Fopoussi, je suis d'accord, les morts sont morts. Mais je n'ai jamais dit... C'est pour moi qui le dis, hein. Moi, je pense que les morts sont pas... C'est moi, j'assume mes propos. Okay. Mais je n'ai jamais dit... tout le monde. Je n'ai jamais dit que quand on perdait un être cher, on était comme des armures, qu'on était des personnes, n'était pas des humains. On manifeste un quelconque sentiment. Maintenant, tout ce qu'il y a au-delà de la mort, j'y crois pas. Alors, je vous en prie. Tout ce qui est au-delà de la mort, j'y crois pas, mais je dis que... Je vous en prie, Florazé. Est-ce que vous allez continuer mon propos? Vous allez continuer, mais sauf que c'est important qu'on comprenne votre positionnement. Quand on dit de vous, quand on relève les propos de vous, selon lesquels les morts sont morts, c'est pour dire que ce type de déclaration amène justement à des considérations comme celle de ce bonhomme qui estime que, oui, comme les morts sont morts, il ne peut pas avoir de conséquences à ce qu'il fait. Comme il y a des personnes qui pensent qu'on peut ne pas dépenser d'argent pour les obsèques d'une personne, en tout cas, ça va pouvoir servir à ceux qui souffrent. Allez-y, madame. Oui, Eric Fopoussi, dépenser, oui, pour dépenser, mais on dépense quoi et comment? Je reviens pour dire que chaque être humain, parce qu'on vit dans une communauté, on vit avec des personnes, on a des sentiments qu'on manifeste par rapport à une quelconque situation. Et là, on est en face de quelqu'un qui a perdu son père. Que vous soyez même le diable en personne, vous aurez quand même des remords. Maintenant, on est dans un contexte bien compliqué. Parce que vous avez dit tantôt que le fallacieux prétexte, manque de moyens et autres. Sauf que ça compte. Moi, je ne sais pas dans quelles conditions ce bonhomme vit en Europe, quand on sait qu'il y a le stress et autres, et que pratiquement les mêmes conditions quand on est immigré ne sont pas pratiquement les mêmes comme vous et moi ici au Cameroun, au Sénégal ou au Tchad, etc. Donc je crois que déjà à ce niveau, la famille n'a pas besoin de ce... Et c'est ça en fait le problème. Parce que quand on a certains membres de la famille qui sont de l'autre côté,
on met tout un espoir beaucoup plus financier, parce que c'est ça en fait. On crée un certain environnement autour de la personne. C'est-à-dire les familles qui essaient de collecter une certaine somme, on se dit, ok, va te battre, va, tu vas soulever la famille, tu vas relever la famille, tu vas nous aider, tu vas amener tes frères à être bien, etc. etc. Ça, c'est connu de toutes les familles africaines. Mais le fait ne veut pas dire que... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu indécent de votre part d'amener ce sujet sur le terrain économique et financier? Non, oui. Quand même. Oui, parce qu'on est dans deux contextes bien différents, Eric. Oui. On a vu des personnes, ce n'est pas parce que je n'aime pas mon père, je suis peut-être aux États-Unis et tout. Je ne peux pas peut-être me payer un billet d'avion. Je dis bien que je ne sais pas dans quelles conditions ce monsieur vit, dans quelles conditions il vit. Moi, je n'ai pas les détails de l'histoire. Ça ne veut pas autant dire qu'il n'aime pas son père ou sa mère, quoi que ce soit. Je vais vous dire même dans la réalité des faits. On peut organiser le programme en fonction de son programme. Oui, justement, bon, je dis donc, il faut donc faire très attention. Parce que est-ce que justement la famille a fondé, ou alors s'est basé sur la réalité, sur ce que ce monsieur vit? Est-ce que lui également a dit la vérité? C'est ouvert à la famille pour dire réellement ce qu'il... Là, il y a des interrogations qui fusent. Donc moi, je ne vais pas jeter la pierre à ce monsieur. Il a perdu son papa. Lui seul sait pourquoi il n'est pas arrivé aux obsèques. La famille mais en famille... Oui, et même ça dans les familles, je crois qu'on a toujours... Il doit pouvoir le dire. Oui, on peut toujours se dévoiler à tout le monde dans les familles. Je crois que peut-être ce garçon doit avoir un complice, un parent très proche, à qui peut-être il se confie. On peut donc repousser l'organisation des obsèques. Non, mais je vais vous dire que... Puisque c'est sa présence physique. Le sentiment, parce qu'on a tantôt dit, mais pas son père, etc. Non, ça n'a rien à voir avec le sentiment qu'on porte à la personne qui n'est plus. Et ça n'a rien à voir avec nos valeurs traditionnelles et autres. Parce qu'on nous ramène ça sur pour dire non, c'est un dépaysé, il n'est pas bon, etc. et tout. Je dis non, ça n'a rien à voir. Très bien. C'est financier, vous l'avez dit. En tout cas, s'il a échoué en Europe, qu'ils disent tout de suite qu'il a échoué. Oui, qu'il a par exemple. Il y a plusieurs... si on l'a envoyé en Europe faire réfugié, il est allé se marier là-bas, qu'ils le disent clairement. Ça arrive. Beaucoup de Camerounais font ça. Vous les voyez à Paris, il ne faut rien. Mais et toutes les familles aussi sont là. On fait des cotisations, on voit, on dit va te battre. Alors, toutes les familles Lamel Mbachou, votre intervention est attendue comme on attend la fumée blanche lorsque le pape est décédé et que les cardinaux, le collège des cardinals sont en conclave. Alors, que dites-vous ce matin à ce monsieur qui sûrement nous regarde de Bruxelles, qui sûrement nous regarde ce matin? Si le père de Florazé nous regarde, qui sait déjà à quoi sa fille pense. Si le père de Florazé nous regarde, c'est que le jour que tu vas partir, c'est la non, attention, regarde. Non, je ne peux pas laisser ça. Non, je ne peux pas laisser je ne peux pas laisser Charles Hamel dire ça. Je reviens sur les sentiments. Mais pas juger les sentiments des uns les autres par rapport à certaines actions. Non. Non, laissez les gens comme ils veulent. Monsieur Eric Fopoussi, comme vous venez de dire. Vous avez dit beaucoup de choses que j'ai écoutées avec attention. Exode, pour rester dans la Bible des chrétiens, Exode chapitre 20, verset 12 précise. Honore ton père et ta mère. Est-ce que là on a dit vivant ou mort? Est-ce que là on a dit vivant ou mort afin que ta vie soit prolongée sur terre? Est-ce qu'on a précisé dans leur passage là que honore ton père quand il est vivant ou quand il est mort? Honore en tout temps ton père et ta mère. Vous avez des individus qui, une fois qu'on a enterré leur père, ils ne vont plus défricher, ils ne vont plus sacler, ils ne vont plus causer, mais tous les 1er novembre vont se placer à l'église pour célébrer la Toussaint. Alors que la tombe de leur père a disparu dans le broussailles. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit, on n'accouche pas en Afrique, c'est l'une des maximes. On n'accouche pas un enfant pour l'enterrer. C'est l'enfant qui enterre son père, ses parents. Jamais le contraire. C'est un malheur pour une femme d'enterrer le fruit de ses entrailles. C'est un malheur pour un père d'enterrer le fruit de ses entrailles. Impossible. Alors, revenons à la situation, je vous ai dit que
l'éducation en Afrique reposait sur 4 piliers. Le premier, esclave. Le deuxième, disciple. Le troisième, ami. Et le quatrième, conseiller. Dans le premier esclave, qu'est-ce qu'on enseigne à l'enfant? Le sens de l'effort. Donne-moi de l'eau. Savoir travailler, savoir rendre service, savoir batailler pour la vie. Parce que l'enfant vient au monde avec les doigts serrés et repart avec les bras vides. C'est le premier point. Le deuxième point, être disciple. Dans le fait d'être disciple, on lui enseigne le sens de la valeur ancestrale. C'est en ce moment qu'on enseigne l'initiation à un enfant. Lorsque l'enfant a passé l'âge de 10 ans, vous voyez son père jouer, le faire passer sous les jambes. Quand il commence à passer sous les jambes de son père lui enseigne un certain rituel. Si son père est membre d'une certaine société, secret et initiatique, il commence à initier son enfant. Deuxième point. Troisième point, l'amitié. Son père lui enseigne le sens de la solidarité et le sens du partage. Troisième point, c'est ami. Le sens de la solidarité. Accompagne-moi au deuil. Je vais sortir. Accompagne-moi. J'ai telle réunion. Non, assieds-toi à l'entrée. Écoute ce qu'on dit. Voilà le sens de la solidarité, le sens de la collectivité qu'on enseigne au troisième point. Et le dernier point, c'est le sens de l'honneur. Quand vous devenez conseiller, vous enseignez à votre enfant le sens de l'honneur. Alors permettez-moi de vous dire que cet enfant n'a rien reçu des 4. Il est allé à Véro. Il a épousé une blanche. Poivron, d'abord, je suis maintenant la femme poivron. C'est pas une disgrâce, hein? Elle a colonisé la mentalité de l'individu, de ce monsieur. Il a perdu toutes les valeurs ancestrales. Il a coupé le pont avec la famille. Aujourd'hui, il dit envoyez-moi des photos. Il dit aujourd'hui envoyez-moi des vidéos. Il dit aujourd'hui que je ne peux pas venir envoyer 1 million. Et bien je dis à sa famille, prenez 1 million, vous convertissez en 365 jours, ça fait pratiquement 1 95 000. Vous allez vous remettre de quoi à la main pour vous payer. Comme on dit, on ne va pas laisser s'enterrer le père parce que le fils n'est pas venu. Quand même, on fait suivre le père. Oui, Tendance va également réagir à la suite. Moi, je pensais que tu parlais, mais... non, ça me fait un peu bizarre. Tous les dépenses dans les dépenses. C'est mieux que le papa là aille se reposer en paix parce qu'attendre encore, on va tirer. Je vais couper en disant que regardez comment nos enfants nous découragent. Regardez comment les enfants nous découragent. On est là, on se bat. Plus que dépenses, la meilleure que dépenses pour jeune là. Demain, je meurs, je deviens podin. Mon bout, c'est que mon corps va tourner dans le cercueil. Tu dois m'assister. Non, cher ami, tu dois m'assister. On n'a pas 2 mères ni 2 pères. Et les parents sont précieux. Je ne sais pas comment ils peuvent même faire le genre. Il y a des moments où ils restent comme ça, cher ami. Quand maman a mal à la tête, ça m'affecte. Donc, je dis même qu'elle me dit que je ne me sens pas bien. Parce qu'elle dit que ma fille ne me sent pas bien. Du coup, même pour travailler, je suis déstabilisée. Combien de fois qu'elle meurt, ce qu'on peut me consoler? Comment? Que je me suis mariée avec le blanc là, que le blanc les se manque comment? Oui! Le blanc les se manque, oui, mais le se manque comment? Non, il y a... Jusqu'à ma même meurt, c'est pas le blanc. Une précision est quand même... Non, je parle l'inverse. L'inverse est quand même un peu... Parce que les femmes africaines qui se marient le plus avec des hommes blancs conservent le plus souvent leur attachement africain. Même les hommes. C'est chez les hommes que ça devient problématique parce que ces trouillards, permettez-moi de les appeler comme ça, je ne sais pas comment ce qui se passe dans leur tête arrive à se plier à tous les désirs de leur épouse blanche. D'abord, c'est pour moi un problème d'aller épouser, je ne suis pas raciste, hein, mais quand même. Parce que, voilà. Il y a les gens qui vont dire que non, cherchons à voir si c'est facile là-bas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Ce sont les réelles questions. Maman, Il a 8 ans. quand tu envoies Même en 10 ans. 8 ans. Même en 10 ans. Déjà 1 million, ça veut dire que tu peux te déplacer. Merci, Tendance. Merci. Tu peux te déplacer. Oui, merci. Il y a des jours qui restent comme ça, il dit que je peux donner, même si comme ça, la boutique coupée. Non, mais elle est Pour sauver la vie à ma mère. 380 000. Je peux donner comme ça, 350 000 suspendé. Et avec les différentes agences là. Oui. Vous me perturbez dans mes propos. Et vous me déstabilisez. Vous voulez dire mon On va déstabiliser ça. Vous êtes arrivé à la main. Comment vous réagissez à la place? Continue. Voilà, je continue. Je peux donner mes 2 mains comme c'est dit qu'on coupe. Oui. Pour sauver la vie à ma mère. On n'a pas 2 parents. Et comme on ne revient plus. Quand tu viens au deuil de ton père,
c'est pour aller l'accompagner à sa dernière demeure. Ça fait 8 ans que tu ne l'as pas vu, puis vous avez causé au téléphone. Tu crois que la vidéo va remplacer quoi? La vidéo ne va rien remplacer. Même les photos là ne vont rien remplacer. Alors que si tu es là, on te donne ta part de jujube, tu manges. Ou on va enterrer ton père, tu parles de ta part que papa, voici ton fils. Tu es parti, mais voilà. Voici même, tu peux venir avec les enfants, pourquoi pas? Tu dis papa, voilà comment tu m'as emmené, tu m'envoies un euro. Voici ce que je deviens. Bénis aussi ma vie, que ton âme repose en paix. Fais en sorte que si quelque chose de mal peut se passer à la maison, il faut que je sois en route. Fais en sorte que si quelque chose de mal peut se passer en route, il faut que je sois à la maison. Tu prends ta part de bénédiction, on finit d'enterrer ton père, tu ramasses la terre, tu te laves aussi, tu dis comment, je vais faire comment. C'est pour ça que vous faites que vous ne réussissez pas, vous commencez à poser les choses. Merci beaucoup. Non, je ne rien en Europe, c'est fini. Il est maudit. Il est maudit. Qui l'a maudit? Rien en Europe. Je l'ai déjà, même s'il va acheter Neptune. Non, moi je pense que ce gars est déjà maudit depuis le jour où il a épousé cette femme blanche, Béatrice Poivron. Parce que je vous le dis encore, faites la balance. On voit de nombreuses femmes africaines épouser des blancs qui viennent s'installer en Afrique. Mais c'est difficile de voir un bonhomme camerounais revenir s'installer au Cameroun avec sa femme blanche. On a vu un cas, oui, on a vu un cas tout récemment avec la Reine Blanche, que vous connaissez à Baranté. Mais ça reste des cas vraiment marginaux, hein, c'est pas régulier. Et laisser le corps du père, on tremble comme ça. Lui, il n'est pas fier. Il n'est pas fier dans son cœur. Parce qu'on dit que les mots ne sont pas c'est une chance pour son fils de venir l'enterrer. Il ne peut pas la voir. Il perd mon moment. Non, il voit, c'est une chance pour son fils de venir l'enterrer. S'il ne vient pas, tant pis. Tant pis pour lui, il pourra faire 1000 neuvaines de prières, ça ne changera rien. Il me rappelle une grand-mère qui avait indiqué qu'on ne mette pas son corps à la morgue à son décès. Donc du coup, chacun s'est arrangé à rapidement faire ce qu'il y a à faire. Faire ce qu'il y a à faire avant que le temps ne passe. Donc c'est pour vous dire que... non, pas melon. Parce que le dément c'est un melon. Ça a fait pour le lycée de melon. Là, on a mis son corps à la morgue. À la sortie de quand on a enlevé le corps, le lycée du lac de Melon a failli s'écrouler. Si il manque de monde, n'a pas beau. D'accord. On va lire rapidement quelques messages, je vous en prie. Vraiment rapidement, on va aller très vite. La toute première réaction de ce matin est de Armand à Lokpom qui dit que il est mort, point final, qu'il vienne au Cameroun ou pas, le père ne reviendra pas. Vous ne savez pas pourquoi il n'est pas venu, pourquoi spectaculariser la mort. Les Africains qui sont morts en Libye, je peux terminer. Les Africains qui sont morts en Libye n'avaient-ils pas aussi droit aux éloges? Je suis, lui, ne vient pas, point final. Ce qui me fait sourire, c'est le mot spectacularisé et la mort. Et je me souviens que ce terme a été usité de manière forte sur ce plateau. Et par la Libye, on a spécularisé la mort de la Libye. Peut-être qu'il l'oublie. Florazé, allez-y. Voilà. C'est vraiment pathétique. Pardonnez-moi. Pardon. Tous, tu l'as entendu. C'est vraiment pathétique de voir qu'un homme oublie d'où il vient. Je veux juste qu'il sache que le malheur s'abattra sur lui. Si jamais il ne vient pas enterrer son corps. Vous n'êtes pas Dieu aussi. C'est chacun avec... c'est chacun qui fait le monde. Bonjour à vous. Laisser le corps à la morgue ou pas ne change rien. Il est déjà mort et par respect pour la mémoire du défunt, on devrait d'abord faire le deuil. C'est pour qui enterre. Ils sont trois filles, un garçon. Qui a la responsabilité de prendre les devants? Qui va siéger en termes de conseil de famille? Qui va réorganiser la famille? On est dans une famille. Allez-y, la leçon de base de la famille à Bantou. C'est pour ça qu'il dit que ce garçon n'a reçu aucune éducation de la famille. Il n'en a reçu aucune. Et là, il viendra je vous en prie. Je crois que le jeu disparaît. Non. Ah, d'accord. Donc ici, le jeu ne disparaît pas. Voilà. Olivier fuit la succession. Sûrement, son père était un grand responsable traditionnel. Il a déjà embrassé la culture occidentale.
Il mange déjà le fricassé de poulet. Donc. Voilà. Avec les Avec du bon fromage, tout ça. Donc il a oublié le couscous et ce jaune gombo. Il peut plus manger le dap. le chicorée des Ils en mangent pratiquement tout. Il faut savoir que la culture et la famille est plus important pour avancer où qu'on soit. Voilà, c'est Joe Parfis qui réagit à Biémassi. D'accord. Merci beaucoup à Biémassi, à Yaoundé, où on nous regarde vraiment avec un plaisir non dissimulé. Madame, monsieur, on vous invite à rester sur Equinox Télévision. Nous sommes lundi 14 mai 2018. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la mercuriale au Cameroun. Que veut dire mercuriale? C'est quoi la mercuriale? Dans tous les cas, je m'interroge sur cette question fameuse de mercuriale au Cameroun. Comment comprendre ce pillage de l'État favorisé par la mercuriale? À quoi nous sert-elle véritablement? Comment comprendre ce document qui fixe les prix et tarifs de référence des équipements, fournitures, travaux et services divers destinés aux administrations publiques et parapubliques consacrés à la surfacturation? Oui. Comment comprendre le fait que la mercuriale s'apparente à du pain béni offert aux gestionnaires de crédits et autres prestataires de services? Tout porte à croire que ce document a été conçu pour donner une caution officielle à la surfacturation. Comment comprendre le fait que le papier figure parmi les rubriques qui favorisent le plus la surfacturation dans cette affaire de mercuriale? Savez-vous que une robe de papier bistrol blanc, 180 grammes, contenant 100 feuilles, achetée à 4 000 francs CFA, est revendue à l'État du Cameroun à 27 500 francs. Une robe de papier bistrol blanc, 180 grammes, contenant 100 feuilles, achetée à 4 000 francs, est revendu à l'État à 27 500 francs. Savez-vous que dans des rubriques comme matériel informatique et bureautique, les encres, les appareils électroniques et électriques ne sont pas en reste? Savez-vous qu'une clé USB d'1 giga revient à 94 800 francs CFA à l'État au lieu de 15 000 francs CFA dans le commerce? Une clé USB d'1 giga, 1 giga, se vend à l'État à 94 800 francs, alors que sur le marché, ça avoisine les 15 000 francs, nous dit-on. Savez-vous que le prix d'une clé de 2 gigas est de 135 000 francs CFA? Dans le premier magasin de matériel informatique, vraiment, arrêtez-nous ce massacre-là. Savez-vous qu'il y a un an, l'État a acheté la même clé USB à 400 000 francs CFA? Des mêmes qu'un téléviseur était vendu à 135 000 francs CFA ou acheté à 135 000 francs CFA, était facturé à 2 millions de francs CFA aux administrations. Comment comprendre qu'on veut réduire le train de vie et qu'au niveau de la mercuriale, il soit fait? Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre les paroles du chef de l'État et les actes sur le terrain? Comment comprendre que l'SBI à Luc Magloire-Tangana ait réussi à faire cautionner au Premier ministre, mais au chef de l'État, qu'un kilogramme de riz soit livré à 5 121 francs CFA et une bouteille d'eau minérale de 1,5 litre soit revendue à l'État à 1500 francs CFA, M. Eric Fopoussi-Negou? Voilà comment on dépense l'argent de l'État. Comment comprendre cette tendance haussière lorsqu'un couvre-lit est livré à l'État à 300 000 francs CFA ou quand 372 720 francs sortent des caisses publiques pour l'achat d'un chauffe-café? L'accord. D'un chauffe-café, M. Eric Fopoussi.
372 720. Alors que même dans la brocante, on va ça à 10 000. Comment comprendre que l'État qui éprouve du mal à octroyer un salaire mensuel de 200 000 francs CFA à un ingénieur concède 350 000 francs CFA par jour à un directeur de projet, 250 000 francs CFA par jour à un ingénieur de plus de 4 ans d'expérience au titre des honoraires pour conseil ou rédaction d'un rapport technique. Savez-vous que la surfacturation est l'avantage important si l'on tient compte de l'article 3 de l'arrêté sus-évoqué qui dispose les marges de tolérance autorisées sur les prix et tarifs sont de 10% pour Douala et Yaoundé et 12% pour les autres localités. Comment comprendre le fait que la Mercurial, qui est préparée par la direction de la protection du consommateur au ministère du Commerce, consacre plutôt à travers la surfacturation le pillage des caisses publiques, véritable perte pour l'État au regard de ses besoins en fourniture, équipements, travaux et services divers, tout est simplement énorme. Je m'interroge et je vous interroge. Quand on vous dit que 1 kilomètre de route au Cameroun bitumé coûte des centaines de millions de francs CFA, vous comprenez pourquoi il y a donc ces prix et pourquoi cette Mercurial vit cette situation. Alors, Bengan, à quelle logique peut obéir ces prix exorbitants de la Mercurial au Cameroun? Prix exorbitant, c'est quand on parle de surfacturation, ça veut dire qu'on veut détourner le fonds public. Alors que bon, la Mercurial a pour rôle, comme disait Charles Hamel, de donner un cadre réglementaire aux objets, aux marchandises, aux prestations diverses qui encadrent, qui entrent dans la réalisation de certains travaux pour le compte de l'État du Cameroun. Par exemple, dans le privé, vous pouvez acheter un crayon à billes à 100 francs, mais dans la Mercurial, il faut bien fixer le prix, parce que ça peut baisser sur le marché, comme ça peut augmenter, mais il faudrait qu'il y ait un document qui fixe les prix de base. On vous dira par exemple, dans la Mercurial, le marché peut ramener ce crayon à billes à 500 francs, comme il peut l'amener à 150 francs, mais il faudrait que la Mercurial donne une orientation que pour le même crayon à billes. Sauf que c'est quand même incongru de constater que partout dans le pays, vous avez 1 kg de riz entre 250 francs et 300 francs, ou alors disons 350 francs. Et quand vous vendez 1 kg de riz à 5000 francs, ça devient embêtant. Mais si c'est la Mercurial qui fixe le kilo de riz à 5000 francs pour le compte de l'État, on va dire que cet État-là avait de la gabegie. Ça veut dire que la Mercurial en question n'est pas là pour, j'allais dire, pour la promotion du bien public, mais c'est pour enrichir les particuliers ou alors ceux qui postulent au marché, ceux qui postulent au marché public. Et je comprends donc, d'après l'analyse de Charles Hamel, pourquoi depuis 1997, même tous les services de la BA, tous les organismes de la BA vous disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et d'un de deux, que les fonctionnaires qui ont le contrôle de ces choses-là, des marchés publics et autres, se sont qu'enrichis, plus que les privés. Parce qu'un fonctionnaire quand même de A2 de la fonction publique, c'est le dernier niveau. Quand il vous présente 3 Prado avec les pick-up par-ci, au moins 2 immeubles R+4 et une villa au village, somptueuse villa au village, alors que son collègue qui est dans le privé, qui lui, en principe, gagne plus que lui, il a à peine, c'est pas une Toyota ordinaire. Donc en fait vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc la Mercurial a donc été conçue pour enrichir une certaine personne. D'accord. C'est comme ça que je comprends. Est-ce qu'on peut se dire aussi, dans cette Mercurial, que l'État met en place une stratégie pour aider ces particuliers, comme vous dites, entreprises qui soumissionnent, qui souscrivent à des marchés publics? Justement, non. Pour les aider? Non. Je veux dire... C'est comme une subvention? Non, du tout. Vous comprendre quelle est la logique? Voilà, la logique normale dans un pays voudrait que le gouvernement associe
les opérateurs économiques dans l'élaboration des politiques économiques, mais on ne le fait pas. D'accord. Bon, ici, les fonctionnaires s'asseyent, ils essaient d'élaborer ce qui peut être fixé comme prix. Et vous verrez même la brigade de contrôle des prix. Mais ils passent, ils jonglent. Donc, ce qui est élaboré comme prix, ils ne le fixent pas, mais ils disent, comme les marchés sont entre nous, homologuons les prix et les prestations, puisque c'est nous qui allons gagner les marchés. C'est comme ça qu'ils font. Donc, les marchés, c'est des copinages. Mais ça n'a rien. La preuve, vous ne verrez pas la promotion des PME camerounais. Ces gens-là, ils ont peut-être leurs entreprises dans le sac. Ils gagnent le marché parce qu'ils veulent payer l'impôt, la carte du contribuable et tout. Mais même, vous ne verrez jamais leur siège. C'est pour ça qu'il n'existe pas de classe moyenne au Cameroun. Si c'était dans ce cas, vous dites là, il y aurait une classe moyenne au Cameroun qui est bien élaborée, mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc, c'est des individus, toi et moi, je dis, mon gars, viens là, monter un truc, puis viens, voilà, même la mercuriale, voilà. Je te donne 8, 4, 10, 4, 8, 4, 8, 4, 8, je vous donne là, toi, que vous venez, bon, le reste, on se partage. D'accord. Oh, moi qui croyais qu'il pourrait y avoir derrière une forme de logique économique de soutenir nos PME et de faire en sorte qu'elles puissent renflouer leur caisse avec cette mercuriale au prix exorbitant comme on le voit. Mais on peut dire que au-delà de cette mercuriale, on a la question des surfacturations, des surfacturations de prestations de la part d'entreprises. Avec ça, on peut dire que si on constate encore des cas de surfacturation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ah ben absolument, absolument. Même malheureusement, il y a la mercuriale qui vous permet d'avoir un matelas financier exorbitant, oui. Mais en plus on fait des surfacturations. Et pire encore, vous verrez certaines factures des entreprises qui n'ont pas de cadre de contribuable. Donc en principe, lorsque vous m'apportez les cahiers, les crayons à billes, les rames de papier comme les jamais, il faudrait que l'entreprise, là où on a acheté, que cette entreprise-là qu'on veille ce qu'elle a payé des impôts, mais non, je viens, je valide les factures et c'est tout. D'accord. Déjà la belle. Monsieur Eric Fopoussi Negou, souffrez que je vous dise que c'est fait exprès. Souffrez que je vous dise que c'est un système de copinage. C'est-à-dire, on vous donne les opportunités de pouvoir manger. Quels sont ceux qui ont les entreprises soumissionnaires, les entreprises qui gagnent les marchés publics? C'est le même. Imaginez-vous qu'un seul individu dit, bon, tu as l'entreprise, bon, c'est toi qui as l'entreprise, bon, on te passe la commande de 300 grammes de papier. 300 grammes de papier qui sont achetés sur le marché à 4 000 francs CFA, ça vous fait 1 200 000 francs CFA. Mais parce que c'est revendu un peu plus cher, à 27 700 francs, vous vous retrouvez à 8 250 000 francs. Vous avez 7 50 000 francs de gratos qui vous revient. Même si vous payez les taxes, TVA, tout ce que vous voulez, vous pensez que ça va tenir ce montant? Imaginez-vous que vous achetez, on vous passe la commande de 600 clés USB. 600 clés USB, monsieur Eric Fopoussi Negou, à 14 800, ça vous fait 55 millions. Voyez donc comment la mercuriale serre les gars. Vous comprenez pourquoi les papiers hygiéniques finissent beaucoup. Allez voir combien coûte un papier hygiénique. Monsieur Eric Fopoussi, ne restons pas dans le bureau, on va dire les gars là, sur la télé, il raconte des histoires. Prenez la fiche, un papier hygiénique, monsieur Fopoussi Negou. Il faut acheter ça tout le temps. Le chef de bureau, vous le voyez là en vente, il est bien à l'aise, bien nanti, les balais finissent rapidement, le matériel de nettoyage finit rapidement, on négocie, ça se gère avec les libraires, ça se gère. Monsieur Fopoussi Negou, on vous passe la commande de 40 télévisions plasma pour tout un ministère, ça vous fait 5 400 000 francs si vous vendez cela à 135 000 francs. Mais comme c'est vendu à 2 millions, ça vous fait 80 millions de francs CFA. Ça veut dire que le chef de l'État bavarde dans l'air. Ça veut dire que le chef de l'État ne n'a pas conscience. C'est au niveau de la mercuriale. C'est là où il faut revoir tout. Il faut aller tout répéter. Un jet d'encre. Vraiment bon. Un jet d'encre. Monsieur Fopoussi. Donc quand vous dites que le chef de l'État, lorsqu'il prescrit
réduction du train de vie de l'État. Vous estimez que c'est une parole qui n'a pas de réelle implémentation dans la réalité des faits, puisque cette mercuriale reste donc en application. Et donc, il va falloir changer les choses très rapidement pour pouvoir réduire le train de vie de l'État. Monsieur Fopoussi, la mercuriale fixe les prix et tarifs de référence des équipements, fournitures, travaux et services divers destinés aux administrations publiques et parapubliques. C'est pour ça que vous pensez qu'est-ce qui fait la richesse des libraires. Vous voyez dans la librairie, il pense ceci, il passe là, il est le tranquille, vous voyez dans le Prado. Vous pensez qu'est-ce qui fait la force? C'est les gars qui vont négocier, ils vont livrer. Les gars, tu vas me livrer ça, à tel prix. Des stocks. Voilà, c'est ton pourcentage, c'est tant. C'est comme ça que les gars disent. C'est toute une chaîne, monsieur Fopoussi. Les gars se battent de la mercuriale. Florazé, que pensez-vous de cette mercuriale au Cameroun? Est-ce que vous y voyez une logique de la part de l'État lorsque les tarifs et les prix sont fixés de manière aussi exorbitante? Mais oui, logique, Eric Fopoussi, de se servir et d'être plein aux as. Parce que justement, on s'interrogeait bien depuis pas mal d'années, mais comment ils font justement, comment un fonctionnaire fait pour avoir des investissements financiers aussi énormes? Et voilà également une autre réponse à nos interrogations. Donc, vraiment, on va tirer de long à large, mais on sait ce qu'il faut faire. Et puis Charles l'a si bien dit, mais c'est une incongruité totale, Eric Fopoussi. Quand on est encore au Cameroun à vouloir peut-être changer les conditions de vie, Charles l'a évoqué dans sa chronique, hein, parlant d'un salaire que devrait avoir un citoyen camerounais, hein, quand à côté justement on a la mercuriale déjà qui ne respecte pas, ou alors qui est là justement pour servir certaines personnes qui justement se servent de ce processus de surfacturation. Vraiment, il nous faut un système dur. Il nous faut un système dur qui sévit, Eric Fopoussi. Mais tant qu'on sera là, hein, dans ce laxisme qui se vit là depuis plusieurs années, la question de la surfacturation, c'est pas aujourd'hui que ça se vit. Hein, ce traitement, ou alors ce business qui se joue dans les institutions administratives, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est ça le terme, c'est le business. Oui, Eric Fopoussi. Alors on le sait très bien. Comment arrêter la saignée? Comment arrêter la saignée? Je crois qu'il n'y a que le chef de l'État, Eric Fopoussi, qui est le chef de famille, hein, qui régule tout. Donc je crois que c'est à lui justement de régler ce problème. D'accord. Donc voilà. Tendance va également dire un mot sur cette question de la mercuriale, la surfacturation des prix de la part de l'État qui a officialisé dans cette surfacturation des prix, puisqu'on le voit dans un pays comme la France. Pour ceux qui ont suivi le scandale de Big Malion en France ont sûrement compris ce qu'est la mafia de la surfacturation des prix. Au Cameroun, on a souhaité éviter ça pour qu'on n'ait pas à épingler tous ceux qui sont chargés d'ordonner les dépenses au Cameroun. On a plutôt officialisé cela dans une mercuriale qui permet d'avoir ce plafond libre de pouvoir acheter un bic, comme l'a précisé Charles Abel à travers cette mercuriale, à 1000 francs. C'est pourquoi chacun on appelle ça le jonglage. Nous sommes au Texas, comme mon père disait souvent, nous sommes au Texas. Et on appelle ça les avantages de service. Hein? Ce sont les avantages de service. Vous voulez qu'ils disent quoi? Non, parlons peu. Ce n'est pas le sujet. C'est ça le sujet. Si je parle, m'a dit que tu es un sujet. Non, tu n'es pas dans le sujet, tu dis que je suis dans le sujet. Tu es dans le sujet. Maman, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Il y a un journal qui avait titré il y a de cela 2 ans que le Cameroun, c'était le 2e pays le plus corrompu au monde. J'étais là. J'étais dans le journal là. Donc, c'est que on ne peut rien changer. La promotion pour que tu envoies un enfant au quartier, même l'enfant que tu as couché, l'enfant te dit, maman, le reste d'argent de ton argent là, j'ai mangé le faveur, ou j'achète le bonbon avec, ça fait partie de la corruption. Donc tout le monde veut profiter, les parents veulent profiter, les enfants veulent profiter, c'est les avantages des services. Je vais te dire avant que ça va changer. On la chèvre au bout là où elle a... Surtout quand la corde est bien longue. Quand la corde est courte, c'est pas bon. La chèvre au bout là où elle est attachée, surtout quand la corde est bien longue. Elle prend le temps de tourner, de venir brouter ici, de venir brouter là-bas, de venir brouter de l'autre côté. Et c'est bon.
Charlamel, un dernier petit mot sur ce sujet. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, un papier hygiénique coûte 3600. Un papier hygiénique coûte 3600. Sur tous les ministères que nous avons moins 10, dont les toilettes sont bouchées. Ils achètent 10 000 papiers hygiéniques par an. Ce qui fait 10 000 papiers tous les 6 mois. Ce qui fait 36 millions de francs CFA. Multiplié par 2. Juste pour les papiers. Hein. Juste pour les papiers hygiéniques. Non, il y a pour le ministre, il y a pour les directeurs, les inspecteurs, il y a par échelon, on dit 10 000. On répartit jusqu'à la masse. Ça fait 36 millions tous les 6 mois. Le papier hygiénique ou le papier combien c'est le papier? D'accord. Merci beaucoup pour ce sujet, Charlamel Mbachou, cette chronique, mais il faut le dire, hein, pour avoir été au fait de ces marchés publics, le plus souvent c'est des marchés fictifs, hein, parce que des gens prennent des marchés mais ne livrent pas pour le coup. On voit le plus souvent des gens qui livrent, qui doivent livrer, comme vous le dites, des papiers hygiéniques, mais qui ne livrent jamais ces papiers-là. On ne sait jamais comment le comptable matière fait pour justifier de ce qu'il a reçu, la livraison, mais pourtant c'est très bien qu'aucune livraison n'est arrivée. Donc c'est bien cela, les marchés fictifs et les entreprises fictives qu'on a au Cameroun, au-delà des cas précis de surfacturation et de mercurial au prix exorbitant. Madame, Monsieur, vous voyez qu'à toutes les échelles, les problèmes s'enchaînent et s'agglutinent pour le mal-être de tous les Camerounais, de vous qui le regardez, parce que lorsqu'il n'y a pas de route, hein, c'est à cause de ces choses-là. On va marquer une courte pause dans l'émission. C'est la fin de cette première heure de l'émission. À tout de suite sur... Pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, Madame, Messieurs, vraiment très heureux hein, d'entamer cette deuxième heure avec vous, avec aussi au menu de belles choses à découvrir. Mais avant que de lancer les hostilités pour cette deuxième partie, le temps d'aller prendre avec vous, Florazé, les différentes réactions de nos téléspectateurs ce matin qui nous suivent à la lettre et à la loupe aussi. Oui, Eric Fopoussi, nous allons dire bonjour à toute la population de Bamenda, où Félix réagit de ce côté. Il dit à qui le tort? Est-ce que c'est toujours au président de la République qui doit veiller à tout cela, sachant que quel que soit le nouveau président, la conscientisation de nos gouvernants et de Miss Espoir ne viendra que d'une nouvelle génération. Le gouvernement de notre pays manque de sérieux. La mercuriale du Cameroun est en déphasage total avec la réalité. Ouais. Non, mais c'est quand même une grosse incongruité planétaire qu'on vit au Cameroun. Le chef de l'État ne peut pas dire quelque chose, maman. Mais sur le terrain concret, c'est autre chose. Tous les documents sont là, mais c'est sur la mercuriale. Alors, j'en parlais encore il y a quelques minutes, avant l'émission, j'en parlais avec Serge Alain Autou. Je lui parlais justement de ces gens qui volent sur le patrimoine de l'État. Et je disais, mais au Cameroun, c'est curieux parce que les gens sont devenus gourmands. Il y a une gourmandise, Charlamel. C'est d'une gourmandise inouïe. D'abord, vous avez la mercuriale, qui est d'une générosité absolue. Je veux dire, à un moment donné, lorsque vous avez mercurial comme ça, vous vous dites non, vous êtes à l'aise. Mais sauf que des gens réussissent quand même l'exploit de ne pas réaliser le marché. Ça veut dire que le gars d'abord... Mais bon, c'est ça, cette gourmandise. Le marché, mais le drame également, c'est que ceux qui font effectivement le travail ne sont pas payés. Voilà. C'est ça, c'est un paradoxe terrible, c'est une incongruité pas possible dans ce pays quand même. Il faut qu'on arrête de cette gourmandise. Quelqu'un vole 1 million, 2, 3, 4 millions, mais il vole des milliards. C'est quelle gourmandise, c'est quelle boulimie financière. Le dernier en date a détourné 10 milliards de francs CFA entre novembre et mai. 10 milliards de francs CFA. Un seul homme. C'est quoi cette boulimie financière, Charlamel? C'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est toujours pour entretenir des belles boulimies. C'est un réseau. Vous donnez, il a besoin de 500 000, tel a besoin de tant. C'est un réseau. Oui, mais sauf que 500 000, même quand vous faites ça, c'est qui vous reste exorbitant pour une vie de l'individu. Je veux dire, à un moment donné, vous devez commander des vins spiritueux, vous devez vivre avec des grosses voitures de luxe. C'est l'homme, l'individu qui avait dit que le fonctionnaire peut faire des affaires. Oui. C'est lui-là.
Et ceux qui avaient signé ça, qui ont tué ce pays. C'est M. Sali Daïro, Ce sont eux-là qui ont tué à ce pays. l'époque ministre de la fonction publique et de la réforme C'est administrative. extraordinaire. Les gens veulent mener en train de vivre. Et le chef de l'État aussi avait dit qu'il n'avait pas de preuves. Peut-être qu'il n'en a toujours pas. Le jour où... Que font-ils avec cet argent? Que font-ils avec cet argent, Charles Lamel? Que Les font-ils petites, avec cet argent, les Charles Lamel? petites. La preuve, il y a un quartier qu'on appelle Cité des Douanes, Cité des Douaniers, ici du côté de Normand. Allez voir comment les immeubles montent. Regardez dans la ville de Douala, c'est des gars qui ne réfléchissent pas, ils sont comme les Biafrais. Ils achètent des terrains à des prix exorbitants. On voit une maison, il dit ta maison me plaît, c'est combien? Tu dis 80 millions. Ils discutent trop à 75 millions, ils payent, ils recassent, ils élèvent le lendemain à 160, 170 millions. On ne s'interroge pas. Donc, c'est les gens qui vont faire les dons à l'église. L'église catholique devrait refuser parfois certains dons. Oui. L'église catholique devrait refuser J'en connais qu'il y a. Alors là, c'est extrêmement. Ça fout la nausée. Alors, le monsieur a construit toute une basilique, disons-le comme ça. Voilà. Toute une basilique dans un village perdu dans la forêt. Mais ça obéit à quelle logique? Quels sont les gens qui vont aller célébrer la messe là-bas? Voilà. C'est quelle histoire? Le rapport incestueux entre l'église et les détourneurs de fonds. Ça, il faut être non, pas la politique, les détourneurs de fonds. De fonds publics, parce que c'est clair qu'il y a un problème à régler sur ce cas-là. Oui, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'il faut avec l'argent. Pourquoi vouloir toujours détourner encore? C'est parce qu'ils ont forcément des obligations en termes de dépenses d'argent. Et la conséquence est forte sur l'économie parce que, comme vous dites, ils créent l'inflation sur le prix du mètre carré du terrain. Vous êtes modeste Camerounais, vous voulez un terrain dans un quartier qui me semble ouvert. On vous dit non, ici, attention, ici. Il y a le panda omnisport. Oui. Et il y a un monsieur qui vendait sa maison parce que ses enfants l'embêtaient. Il n'y a même pas eu un mois. Ses enfants l'embêtaient, vendaient sa maison. Et quand il est arrivé, il dit que papa, tu vends à combien? Le père dit non, je suis à 45 millions. Tu me donnes ça là maintenant, je pars. Le plus je paye, mais je n'ai pas d'argent. J'ai 40 millions, ça suffit. Oui. Il a versé cash. Le père dit que tous mes affaires, donne-moi juste 2 jours. Le deuxième jour, monsieur Eric Fopoussi Negou, les caterpillars sont arrivés, on a raclé. Alors je vous parle, les semaines sont finies, on est en train de monter. Il a pris l'argent où? Même un fonctionnaire qui travaille 10 ans ne peut pas se permettre ce type de dépenses. Mais c'est quelle histoire dans ce pays? Ça sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Vraiment, ça fout la nausée et on comprend pourquoi ce pays est autant plongé dans les abîmes du sous-développement parce que, clairement, pour les routes, pour construire des infrastructures routières pour tout le monde, il n'y a personne au rendez-vous. Mais lorsqu'il faut penser à soi, lorsqu'il faut se construire son immeuble, vous voyez tout le monde se bouscule au portillon. C'est dommage. Florence, on va continuer à dire quelques messages, je vous en prie. C'est vraiment déplorable pour le Cameroun. Et malgré tout cela, on arrive à avoir des directeurs d'entreprise qui ne parviennent pas à verser les salaires à leurs ouvriers. Ça fait vraiment pleurer. C'est Tchana qui réagit à Village. Oui, il y a un cas assez porteur ce matin, Charabel, me fait sourire. Des gens qui créent des entreprises pour ne pas payer de salaire. C'est terrible. Comment l'État réussit à laisser des gens comme ça fonctionner? Il demande une loi sur l'enrichissement illicite et l'application de l'article 66. Le régime en place se moque des Camerounais tout simplement. On achète un téléviseur à 135 000 pour vendre à l'État à 2 millions. Voilà, c'est terrible. Et les gens réussissent quand même à ne pas le livrer. C'est ça qui est terrible. Vous prenez 2 millions pour un téléviseur, mais vous ne le livrez pas. Est-ce que vous savez qu'un 47 pouces, un 47 pouces est livré à 9 millions? Un 47 millions. 9 millions. Le gars n'a pas acheté ça ou en Ouzbékistan? Hein, monsieur? Même si on met les frais de transport quittant de Mars sur la Terre, vraiment. C'est logique. Ça prend une navette spatiale avant d'être livré au Cameroun. Il y a augmentation. Ce pays. Mais après combien de temps ces entreprises vont se faire payer entre-temps? Comment le prestataire va vivre pour conclure? Sachez que le paiement comprend également le paiement pas bon. Ces deux choses sont différentes. Voilà. Oui. Il y a également une autre réaction.
rappeler que la mercuriale... Bon, il y a quelqu'un qui veut me rappeler que... pardon, voilà, le gouvernement et même, voilà, personne ne fait son boulot. Le gouvernement et même le gouvernement... voilà, le gouvernement se plaît dans cette situation pour l'enrichissement personnel. Mais je voudrais vous rappeler que la mercuriale, c'est pas seulement la... voilà. C'est pas seulement la vue de gains cash, mais aussi les bénéficiaires de ces marchés qui s'investissent et attendent parfois de longues années pour être payés. La facture là peut être rapide ou pas, 2 ans après livraison. Oui, c'est vrai qu'on l'a évoqué sur ce plateau tout à l'heure en évoquant la logique qui pourrait permettre à l'État de faire cela, mais on en a conclu avec vous, Bengan, que jusque-là quand même, c'est vraiment gros, c'est gros pour passer comme... Monsieur Eric Fopoussi, la mercuriale, le laboratoire dans lequel on conçoit la mercuriale est la direction de la protection du consommateur. Absolument. La direction, monsieur Eric Fopoussi, la direction de la protection du consommateur, c'est le consommateur qu'on protège là, mais non, ou bien on protège l'État consommateur en ce moment-là, on protège l'État consommateur. Oui, mais pour revenir à celui qui parle de la mercuriale et la logique en termes de paiement, ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que on pouvait penser que c'est justement à ce titre d'ailleurs très vertueux que l'État fixe des prix aussi exorbitants. Mais sauf que dans la réalité des faits, c'est souvent ceux qui magouillent qui sont payés le plus rapidement possible. Parce que si c'était aussi juste que ça, on payerait tout le monde à une échéance assez tardive, mais sauf que quand vous réussissez à avoir la possibilité de concéder ce que Chalamel a officialisé et doctriné ici comme les 20%, quand vous concédez 20%, assurez-vous, vous le payez sur le champ. Il n'y a pas de délai pour vous. Assurez-vous. Alors, on a que les larmes aux yeux. Après ce type de révélation, ça prouve qu'on n'a pas de gouvernance. C'est l'OB Narcisse APK 12 qui réagit. Merci beaucoup Florazé pour cette lecture des différents messages à nous envoyés par nos téléspectateurs au cœur du Zénith. Place maintenant à la revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, une fois de plus avec vous, Florazé. 2 informations pour cette journée. Alors la toute première, on reste au Cameroun avec justement l'ancien avocat général auprès de la Cour suprême qui avait donc déposé, on se rappelle, donc une plainte à la Commission africaine des droits de l'homme. Et puis pour l'heure, donc l'Union africaine donne 2 mois à Paul Aya Abine pour produit les preuves de sa plainte. On rappelle tout simplement que justement il portait plainte contre l'État du Cameroun pour ce qu'on a appelé la détention arbitraire et abusive. Et il avait réclamé à cet effet même une forte somme de 100 milliards de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Le magistrat à la retraite avait également exigé la libération, on se rappelle, de toutes les personnes emprisonnées dans le cadre de la crise économique. Aura-t-il bon gain dans cette histoire? On rappelle tout de même que l'Union africaine a donc donné 2 mois à M. Paul Aya Abine pour justement produire les preuves justement liées à cette plainte. On s'interroge également sur la toile par rapport à cette information. Voilà, et j'aimerais surtout au tout début de l'échange qu'on a sur cette thématique, du moins sur ce sujet lié à Paul Aya Abine, qu'il avait été remplacé, souvenez-vous, par Yap Abdou, lui qui venait du tribunal criminel spécial comme président, donc allait remplacer Paul Aya Abine comme avocat général près la Cour suprême du Cameroun. Yap Abdou, lui remplacé à la présidence du tribunal du TCS par Emmanuel Djéré. Donc c'est pour dire que
ça a provoqué, comme vous le savez, un jeu de chaises musical assez impressionnant sur le terrain judiciaire au Cameroun. Ben, c'est pas le sujet. On parle de la crise anglophone, on parle de l'arrestation et de comment l'État du Cameroun a donc géré cette crise anglophone en arrêtant des leaders politiques qui avaient émis à l'époque quelques réserves sur la manière avec laquelle l'État gérait cette crise anglophone, et cela leur avait valu comme quelques inimitiés de la part du régime de Yaoundé, et donc que Paul Abine Bengan saisisse l'Union africaine, c'est de bonne guerre pour un citoyen d'aller rester en justice à l'échelle internationale quand même. Oui, absolument. Encore que si magistrat qu'il est, il a des arguments pour le faire, mais sauf que ça pose un problème fondamental, l'indépendance de la justice. Procureur général près la Cour suprême, il dit qu'il est injustement mis aux arrêts, et il ne saisit pas les juridictions du pays. Et ça me pose un problème. Ça veut dire que lui, au magistrat de son rang, il a travaillé à l'institution supérieure de la magistrature au Cameroun, il préfère aller à l'extérieur dans un organisme international. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en la justice de son pays. Maintenant, là où il va, il sait très bien que les mesures au niveau de l'Union africaine sont des recommandations. Des recommandations, ça veut dire qu'en fait que ce n'est pas des mesures tout à fait contraignantes. On ne viendra pas, par exemple, saisir les biens de la République du Cameroun pour les mettre aux enchères et payer. Et qu'il y ait là, c'est davantage un projet que je dirais, sur le plan de la symbolique, un projet politique. C'est-à-dire, il dit, le Cameroun m'a décidé, le Cameroun sera épinglé, le Cameroun, sur la matière de protection des droits humains, sera encore entaché de beaucoup de casseroles. Moi, je pense que c'est ce qu'il vise. Même en donnant l'exorbitance, on l'a parlé de 100 milliards. Et il sait bien que ça ne sera pas le cas. Ok. Cher Amel, quelle réaction avez-vous suite à cette action en justice intentée par Paul Abine? Bon, il faut dire que, ayant été dans le rouleau compresseur, en étant procureur auprès de la République, avocat général et tout, il faut dire qu'il maîtrisait comment fonctionnait la machine. Il connaît comment fonctionne la machine et il sait où est-ce qu'il faut toucher pour pouvoir soulever X ou Y individu. Il sait que le Cameroun tient à son image et que l'ensemble des membres du gouvernement, et même le gouvernement, ne souhaiterait pas, encore plus le chef de l'État, ne souhaiterait pas que l'image soit entachée, effritée. Donc il sait là où il a frappé et il connaît les conséquences que cela va provoquer à l'échelle internationale. 2 mois pour lui demander, oui c'est vrai, c'est un temps, mais je crois que même en une semaine, il pouvait rassembler toutes les preuves. Rappelez-vous de ses sorties juste après sa détention arbitraire. Il a fait des révélations sur pas mal de choses, sur la forme du procès, la détention, les conditions dans lesquelles ils étaient détendus, tous les problèmes médicaux qu'il rencontrait, la situation dans laquelle les autres détenus étaient, pourquoi est-ce qu'il exigeait leur libération. Il est allé jusque à rentrer dans le contexte même de déclenchement de cette crise. Je pense qu'il a tous les outils. Est-ce que donc, on va lui permettre pour ces 2 mois de présenter, parce que s'il présente cela, forcément ça va entacher l'image du Cameroun, cela va reposer beaucoup plus, après la question de la crise anglophone, qu'on essaye de cacher, beaucoup de choses vont être dites, des révélations vont être faites. Est-ce que quelque part il n'y aura pas un arrangement à l'amiable, une négociation? Just wait and see. Alors, ce qui est curieux en ce qui me concerne, sur le plan des procédures, c'est que, en règle générale, lorsqu'on saisit une juridiction internationale, on recommande qu'on ait d'abord épuisé tous les voies de recours à l'interne. Donc maintenant, on peut passer outre cette mesure si on estime qu'on ne pourra pas avoir un procès libre et équitable. Je pense que c'est sur ce terrain-là. La première chose, c'est que lorsque ça a démarré, je pense dans le village d'Akwaya, il s'est exilé par le Nigeria. Oui. Il a fui. Paul Abine n'est plus au Cameroun. Il a fui lorsqu'on a essayé d'intenter à sa vie par 2 fois dans son domicile. Il y a eu des attaques. Il a fui, s'est réfugié au Nigeria. Il a annoncé qu'il allait se réfugier vers le Nigeria. Est-ce qu'il est revenu?
Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Donc c'est ça qui pourrait nous expliquer pourquoi il n'a pas respecté l'autre chose, il n'a pas saisi la juridiction d'un pays. Il a saisi un organisme qui est supra. Voilà, qui est supra. Oui. Donc c'est le plus souvent ce qui est recommandé en matière de justice internationale. Donc je pense que c'est cet aspect que vous signalez qui a été donc mis en avant. Donc l'impossibilité pour lui d'avoir un procès juste et équitable dans son pays, mais ensuite sa vie qui peut être également en péril. Donc c'est des cas qui viennent être des insuffisances du moins à cela. Tendance nous regarde avec concentration. Avec concentration là. On dit qu'il a porté plainte à l'État du Cameroun, qui va aller en prison. Donc il porte plainte à mon père. Il porte plainte à l'État. Il dit que quand il gagne le procès, l'État doit lui donner l'argent, 100 milliards. 100 milliards. On va prendre que tous les détournés ont pris. Tous les détournés de fonds ont pris là. Il y a même plus 5 francs au Cameroun. On va demander aux détournés de rembourser l'argent. Il y a toujours moyen pour l'international de reprendre l'argent. Et le linge, ça se lave en famille. Arrêtez que quand il y a moins de problèmes, vous appelez, c'est l'ONU qui intervient. L'ONU ou l'Union africaine, les deux, l'ONU ou l'Union africaine, ou les deux. Les gens la gâtent seulement, ils ne viennent même pas pour arranger. Donc évite que quand il y a un problème qui saisit la justice internationale, on appelle ça justice internationale. Le linge sale se lave en famille. C'est pour ça qu'on dit à ton père d'arranger ici. Sinon les citoyens vont amener son nom là-bas. Il a compris. Tu as dit mon père, c'était un non. Il a maigré à cause des gens qui ne font qu'on prononce son nom. Partout on prononce son nom. C'est sûr qu'il y a même il a compris sa langue. Parce qu'on causait, il ne parlait pas bien au téléphone. J'ai senti que vous avez prononcé, amené un nom chez Marabout jusqu'à... Il a compris sa langue hier. Le linge, ça se lave en famille, pardon. Laissez même pourquoi notre pays, on parle bien de notre pays quelque part. Maintenant, tu vas aller te plaindre dans tout le monde entier. C'est pas normal ça. Pour moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas bien pour nous. Le pays, ça a eu trop de problèmes comme ça. Oh. Florazé, quelle est votre analyse sur cette plainte de Paul Aya Abiné? Oui, Eric Fopoussi, je crois qu'il faut également revenir sur les différentes procédures, c'est-à-dire le spectacle qu'il y a souvent autour justement des personnes qui sont convoquées, hein, même qu'ils soient pour détournement ou pas. Je crois qu'il faut quand même faire très attention. Et puis, puisqu'on est au cœur de la crise anglophone, il y a quand même des personnes qui ont quand même vu leurs droits s'effriter à un moment donné. Donc, je crois qu'il faut revenir au niveau de la procédure. La procédure, justement, c'est bon, l'a évoqué, qu'on n'ait pas confiance en sa justice, qu'on aille justement à une instance internationale, donc ailleurs. Ça pose un véritable problème. Un véritable problème, même pour le citoyen lambda. Même pour le citoyen lambda, il y a des personnes, justement, qui peut-être qui ne sont pas connues de nous, hein, mais qui, à un moment donné, sont vues heurtées. Qui est là pour eux? Qui est là pour eux? Qui est là pour défendre leurs droits? Je crois qu'on peut voir ça ainsi. On peut également, à travers cette plainte, parce que tout le monde peut sortir dans la rue pour dire, ok, surtout à travers cette crise anglophone, et se dire à un moment donné, j'ai été ci, j'ai eu ça, j'ai ça. Mais quel est donc l'organisme au Cameroun judiciaire qui peut prendre à bras le corps les problèmes liés justement aux droits de l'homme au Cameroun? Vous savez, ça c'est encore éphémère. C'est encore éphémère. Alors, avoir ce type de réaction, donc, ça prouve que vraiment on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tout à fait. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, madame, monsieur, sur cette plainte de Paul Aya Abiné contre l'État du Cameroun pour détention arbitraire auprès de l'Union africaine. Et on peut comprendre hein, qu'au Cameroun, cette justice que nous respectons d'ailleurs soit encore à subir des procès comme on peut le sentir, hein, de procès qui ne soient pas justes et équitables lorsqu'on n'a pas épuisé tous les voies de recours, que ce soit en première instance, que ce soit en appel ou encore lorsqu'on va encore plus haut à la Cour suprême. On voit très bien le plus souvent la difficulté qu'on a à appliquer, même d'ailleurs les sans justice. Souvenez-vous, le cas Amadou Toumouna avec la CMC, pour dire que la justice au Cameroun est aujourd'hui au devant de la scène et devra peut-être, pourquoi pas, revoir ses canons. On va prendre l'autre information ce matin. Au Tchad, oui, l'information qui continue justement de poser des interrogations, qui continue de faire le buzz, chers téléspectateurs, avec Baïwan Dibergui Aman Rosine, qui a donc été viré du gouvernement, oui, on va le dire ainsi, pour ses convictions religieuses. On se souvient qu'on a également eu
sur les réseaux sociaux des images qui relataient son refus de prêter serment au nom d'une confession religieuse au cours de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement qui s'est donc tenue à N'Djamena. Elle aura juste fait 4 jours avec la casquette de ministre de l'aviation civile, des transports et de la météorologie nationale du Tchad. Elle avait été nommée lundi 8 mai et justement ne prendra jamais ses fonctions. Elle a été remplacée séance tenante après ce refus par le chef d'état-major particulier du président Mahamad Taï Rozi, qui a aussitôt prêté serment. On rappelle que Rosine Baïouan, en 2013, était ministre de l'Action sociale. En 2015, elle était ministre de l'Agriculture et de l'Environnement au Tchad. Voilà donc une autre interrogation, en fait, qui fuse, parce que justement la communauté chrétienne au Tchad est venue à donc botter en touche à la nouvelle loi fondamentale qui est instituée par la 4e République tchadienne et qui dit donc que chaque membre du gouvernement doit prêter serment en fonction du serment dit, selon la confession, la formule confessionnelle consacrée par la loi sur le Coran, la Bible, ou alors pour ceux qui ne sont d'aucune obédience religieuse sur un rite ancestral par celui qui n'appartient à aucune confession. Donc justement, le débat est ouvert au Tchad et même à l'échelle internationale par rapport à ce geste posé par Baïouan Aman Rosina. Bobo Bengan qui va réagir en premier sur ce sujet parce que ça concerne quand même une question qui en Afrique divise parce que pour les tenants de la fibre ancestrale et traditionnelle, c'est toujours un peu bizarre qu'on puisse jurer sur le Coran ou sur la Bible lorsqu'on va rentrer en fonction, lorsqu'on met en perspective nos traditions africaines, nos cultures africaines, mais rappelons quand même que dans un pays comme les États-Unis, qui est pourtant un État laïque, entre guillemets, le président de la République d'abord prête seulement sur la Bible. Hein. Donc j'ai vu des gens remettre en question la laïcité de l'État tchadien. Je rappelle qu'il y a des pays quand même où, qui se disent laïques, mais qui obligent le président de la République à jurer sur la Bible en prêtant serment. Mais d'abord, d'où est venue cette façon de faire qu'il fallait jurer forcément avant d'entrer en fonction? Je ne comprends pas ce mécanisme-là. Non, non. D'abord, pour le mécanisme, ça vient de chez nous en Afrique. Oui. On prête serment. Même nous, les initiés, vous devez prêter serment devant Dieu et devant les ancêtres, d'être dans la justice et de la vérité. Donc, le serment, c'est nous qui l'avons constitué. Et les religions qui sont nés après, enfin les religions judaïques après, ils ont donc copié cela, ils ont dit non, et on peut prêter serment sur ci. Et comme les religions sont toujours en guerre, on vous dit non, Dieu, Allah et tout ça, Bouddha, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est nous qui avons institué le serment, et le serment est bien. Mais bon, le serment, mais est-ce que c'est jurer le serment? Est-ce qu'on doit jurer Je jure de ne pas, est-ce que parce que... Sauf que ici, le serment, le pseudo-serment qu'on prête à nos États, que ce soit aux États-Unis, en Ouzbékistan, au Tchad, au Cameroun, ou je ne sais pas moi, en Algérie, c'est des serments bidons. Je veux dire, c'est d'ordre protocolaire. Ça n'a rien de mystique, de spirituel. Or, nous, notre et serment... même de contraignant. Oui, oui, c'est pourquoi que je dis, quand quelque chose est spirituel, il est contraignant. Mais ici, la religiosité n'est pas spirituelle. C'est pour cette raison que lorsque les initiés africains vous disent que vous parlez de religion, mais vous ne parlez pas de spiritualité, parce que c'est deux choses. La religion se rattache au prophète, au Messie ou à quelque chose. Il disait, or la spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui est en vous. Donc quand vous êtes en contact direct avec Dieu, lorsque vous prêtez serment, c'est contraignant. D'accord. C'est-à-dire que qu'on vous amène, quand vous êtes en justice ou pas, quand vous tombez, vous subissez. Mais c'est ça le serment. Mais il faut dire quand même que la ministre tchadienne ouvre un débat qui est important à faire. Je la soutiens, bien que je ne sois pas chrétien, je la soutiens. Parce qu'elle dit que nulle part dans la Bible, on demande aux gens de jurer sur le nom de Dieu. Ce qu'elle dit est quand même recevable. Est-ce qu'on doit jurer
sur Dieu qu'on ne fera pas ci ou ci, ça pourrait être comme une injure. Et justement, quand elle dit même au nom de Dieu, les autres qui disent Allah, apparemment c'est la même chose, c'est un seulement de confession, mais l'autre collègue, une femme, a prêté serment exactement comme elle a fait, mais on a refusé son serment. En lui en disant, mais non, et c'est le président qui peut. Ça veut dire que le président, c'est lui le magistrat, c'est lui qui reçoit le serment. Là, c'est déjà une incongruité. Lui-même, bon, je peux comprendre que dans la constitution tchadienne, on dise les ministres sont responsables devant le chef de l'État ou le président de la République qui les nomme. Oui. D'accord. Mais ne pouvait-on pas imaginer une juridiction qui pouvait recevoir ce serment? Ou alors une institution étatique qui puisse recevoir ce serment. Parce que lui, le président de la République, il prête serment devant l'Assemblée nationale. Pourquoi les ministres qui vont présenter, qui vont défendre leur projet de loi devant l'Assemblée nationale, ne peuvent-ils pas prêter serment devant l'Assemblée nationale? Ou alors devant la Cour suprême? Donc, pourquoi c'est lui? D'accord. Bon, ça pose. Maintenant, sur le plan de confession de Dieu, ça embarrasse donc même lui, le président Idriss Déby Itno. Il s'est dit l'État laïque. Après, il vous dit, oui, mais ça a été donné par toutes les confessions religieuses. Vous voyez donc comment nos rois télé, nos rois télé viennent et sont toujours pris dans des contradictions que eux-mêmes ils ont vécues. C'est comme ça qu'ils, j'allais dire, ils mettent eux-mêmes les germes de leur propre destruction dans des lois qu'ils se sont forgées eux-mêmes. En tout cas, j'aimerais aussi que le Cameroun puisse adopter cette prestation de serment qu'on pourrait obliger au ministre. Peut-être qu'on aurait moins de fonds publics, peut-être qu'on aurait moins de mais je vous donne un cas. D'anciens ministres il a été convoqué sur le tribunal quand il voulait déboulonner le monument de Leclerc. Il a dit qu'il ne prête serment ni sur la Bible ni sur le Coran. Il a dit bon, qu'on lui trouve quelque chose. Et ça a embarrassé le tribunal à Bonanjo. Voilà. Moi, ces choses aussi, je ne les connais pas. Bon, sur le cas précis des ministres, quand même, hein, bon, j'aimerais aussi que les ministres puissent prêter serment au Cameroun, parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et ils viennent, ils font des... Nos chefs d'État africains prêtent serment. Mais ils donnent souvent, ils font la déclaration de biens. Je jure que je vais la constitution. Mais au moins, quand même, ce serait... Ils ne respectent pas. Donc, en réalité, c'est symbolique, c'est international. Il y en a pas qui le fassent. Pour que demain, on leur dise, alors, vous êtes... non, je vais... Faut qu'on Prenons le chef de l'État actuel. Il a prêté serment pour appliquer la Constitution. D'abord, celle-ci. En 97, prête serment pour appliquer cette constitution-là, qui prévoyait la limitation des mandats. Donc, en fait, quand il modifie même la constitution en 2008, ce n'est pas à lui que ça devait profiter. Mais il en a profité, donc le serment ne sert à rien. Sauf que lui, on l'a pas... Parce que on n'a encore rien fait. Le professeur Olinga a écrit d'ailleurs un livre dessus. On n'a pas voulu ouvrir le débat. C'est-à-dire qu'il a amené tout le monde de la même manière que Idriss Déby est en train de faire. C'est-à-dire qu'il a amené tout le monde à penser que, mais oui, quand il modifie la constitution, il peut se représenter. Et ça a pris boule de neige. Or, c'est faux. D'accord. Il a prêté serment pour 2 mandats. En 97 pour 2 mandats. Donc son mandat terminé en 2011 devait plus être candidat. Même s'il l'a modifié, ça devait profiter à moi ou à vous qui allez être président. J'insiste sur le cas des ministres. Bon, on débat. Non, en fait, en donc la théâtralisation. Oui, dans le théâtre. Oui, qu'on fasse au mais heureusement qu'au théâtre, ça nous ramène que nous aussi, nous les traditionnalistes, moi je vais prêter serment sur la Bible que ça commence comment? Oui. Ou bien sur le Coran. Non, ils ont dit qu'il y a un rite ancestral. Il va donc venir mettre les rites ancestraux. Par exemple, ici il y a le Lakam, il y a le Mbog, il y a le Koum, il y a le Longon, il y a le ils vont trouver moyen. Ils vont trouver moyen, toujours est-il. Mais au Cameroun, parce que tout est bon quand on remet au Cameroun, il faut qu'on mette en place nos ministres, que lorsqu'ils sont nommés, qu'ils prêtent serment. Le meilleur serment, c'est la présentation, la déclaration des biens. Qu'ils fassent ça après, mais au moins qu'ils prêtent serment devant Dieu, ou devant le Coran, ou devant autre chose, je ne sais pas de quoi. Là, quand demain les épingles, on se rappelle, nous remettons les images de la prestation de serment. Ce sera peut-être plus fort. Alors, Charles Abel Bachou, traditionnaliste de votre État, que dites-vous de cette situation au Tchad? Qui perdent leur temps. Vous faites confiance au serment d'un Africain. Sur la Bible et sur le Coran. Sur la Bible et sur le Coran, vous faites confiance. Hein? Vraiment.
Ton cher Camerounais, un Camerounais n'a pas encore menti que je jure, si je te trompe, que je vais te rembourser et traverse la route, la voiture de ma pote. Tu n'as pas menti. Ils font souvent, ils lèchent le bout, le bas de Est-ce que toi, dois aller? Hein? Monsieur Eric Fopoussi, oui, je pense que cette femme n'avait rien à faire. Parce qu'avant, elle connaît la procédure de prestation de serment. On vous prépare à ce qui va être fait. Le protocole vous dit à tel moment vous allez faire ceci, à tel moment vous allez faire cela, on va vous inviter. Elle a voulu faire son show. Non. Si elle a voulu faire son show, et c'est bon, vous ne pouvez pas faire. Mais monsieur Eric Fopoussi, l'administration, on vous dit qu'à tel moment on va vous inviter, même le chef de l'État. Comme vous allez, la cérémonie se décline en tel nombre de parties. La première partie c'est ceci, la deuxième partie c'est ça. Après on va vous inviter à faire une prestation de serment. Vous allez prêter, vous avez tout le temps de poser les questions, monsieur. Mais pourquoi ne pensez-vous pas qu'elle soit en train de s'éviter des choses embarrassantes? Peut-être qu'elle est plongée dans des bisbilles avec c'est pas quoi. Non, Charles Amel, elle estime quand on veut modifier, vous venez, vous faites ce que vous voulez. S'il avait débiné, vous ne savez pas, il n'aurait pas, peut-être, vous connaissez nos rois télé. Qu'est-ce qu'on aurait pensé? On ne l'aurait pas emmené en prison, on n'aurait pas... Elle vient et dit, moi c'est Dieu t'attend. Voilà, vous avez le vôtre, j'ai le mien. Dans tous les cas, il faut dire que le président de la République était lui le seul magistrat par excellence devant lequel elle devait accomplir cette gestuelle. Elle l'a fait et attendons voir la suite. Ça ne fait que un chapitre qui ne fait que de s'ouvrir et qui ne fait que s'ouvrir. Il y a les ONG qui sont déjà entrés, il y a l'Église elle-même qui est déjà en train de se mêler en disant qu'on a essayé de bafouer ses convictions religieuses, bafouer la croyance de ses fidèles. On a d'autres personnes qui disent que, ah bon, ce n'est que les musulmans qui veulent désormais. Les interprétations vont aller dans tous les sens. C'est bon. Non, mais bon. C'est bien, ce sont ces contradictions sociales que nos chefs d'État doivent apprendre à gérer. Justement, s'il n'y avait pas, parce qu'il n'y a pas de débat chez nous, le chef de l'État camerounais... Rappelez-vous du cas de la Centrafrique aujourd'hui, celui qui veut soulever la Centrafrique va poser une action sur les catholiques, sur les chrétiens, aussitôt il y aura des répercussions sur les musulmans. Non, il faut éviter justement ça. Non, la Centrafrique, comme me permet, la Centrafrique n'a vraiment jamais été un État depuis l'assassinat de Boganda. Jusqu'à aujourd'hui, on a déconstruit ce pays exprès. Mais pour les autres, les semblants de pays qui restent, il faudrait effectivement revenir à ces contradictions-là et les poser. D'accord. Tendance, qu'est-ce que tu penses de cette histoire avec la ministre qui a refusé de prêter serment en jurant sur la Bible au Tchad? Mais qu'elle ne veut pas. Tchad, c'est mon deuxième pays d'accueil. Je connais les quartiers là-bas, je connais Facha, je connais Sabangali, je connais Paris-Congo. On ne peut pas me dire le contraire. Mais si elle ne veut pas, est-ce qu'on va l'obliger à être ministre? Mais quand elle ne veut pas, laissez-la. On la laisse tranquille. On l'a obligé, Momo. Non, le président de la République lui a dit de rentrer à la maison. Non, on l'a remplacé. C'est comme ça, quand on ne veut pas, on laisse. Et quand on ne peut pas, on laisse. Voilà. Elle a dit qu'elle ne peut pas. Maintenant, les gens font de ça un problème jusqu'à... Si elle ne se sent pas, elle va dire qu'elle ne veut pas. D'accord. Laissez-la. Merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. C'est la fin, le temps pour nous de basculer au plateau B pour retrouver Kinine 22 qui va évidemment nous parler des gyrophares de signalisation encore ce lundi matin. Bonjour et bienvenue Kinine 22 sur le plateau. Merci, bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes, également bonjour à tous les amis confrères qui le regardent, n'est-ce pas, à travers leurs écrans à la maison. Bienvenue encore sur la plateforme qui nous donne de communiquer bien davantage sur ce gadget de sécurité qui vous permet, n'est-ce pas, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule en cas de détresse majeure sous un axe routier non éclairé en nocturne. Avant tout cela, messieurs et dames, ce gadget est constitué d'une matière impossible est constitué d'une matière qui, sérieusement, n'est pas facile à détruire parce que enveloppé d'une substance de gomme qui permet, n'est-ce pas, de rebondir sur tous les chocs possibles. Et surtout, ce gadget a 9 fonctions, donc 9 manières de s'allumer. Et la 9e des fonctions est celle de je dirais, la fonction torche qui vous permet d'éclairer votre mécanicien, n'est-ce pas, en cas de panne majeure sur les axes routiers non éclairés en nocturne. Regardons justement à
l'écran, nous allons voir quelques véhicules balisés à l'avant et à l'arrière, permettant, n'est-ce pas, à ceux qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, de ralentir et surtout de compatir avec une situation de détresse sur ces axes routiers non éclairés en nocturne. Le gyrophare de signalisation de détresse est, n'est-ce pas, ce gadget qui est constitué bien évidemment de cette matière qui est presque impossible de se détruire sous une pression majeure. Et voilà, et vous constatez avec moi également à l'écran là, un balisage traditionnel dit avec les herbes comme nous faisons d'habitude sur les axes routiers non éclairés en nocturne, et ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière grâce à cette lueur de lumière apercevable à des centaines de mètres par ce gyrophare de signalisation de détresse ralentissent parce qu'ils compatissent, n'est-ce pas, à votre situation de détresse majeure sur les axes routiers encore non éclairés en nocturne. Il est très simple et facile de la voir. Si vous êtes à Douala, à Yaoundé, partout encore au Cameroun ou à l'extérieur, il vous suffit tout simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10, et là vous serez servi partout où vous soyez. Alors il est très simple et très moins cher, messieurs et dames. Il ne coûte que 5500 francs CFA. Je dis bien 5500 francs CFA. C'est un gadget miniaturisé, c'est un gadget facile à matérialiser lors d'une panne ou encore lors d'un accident sur les axes routiers non éclairés en nocturne. Et bien évidemment, lorsque vous balisez l'avant et l'arrière de vos véhicules, vous êtes en sécurité totale sur les axes routiers non éclairés, parce que c'est eux qui viennent dans les deux sens. Vous voyez bien à l'avance. Mesdames, messieurs, amis confrères, et surtout chers automobilistes, il est très important pour vous de vous mêler l'espoir de ce gadget, parce que c'est votre sécurité, et une sécurité toujours assurée grâce à ces lueurs de lumière apercevables à des centaines de mètres en nocturne. Merci Eric. Merci infiniment, Kénine22, pour avoir su si bien nous dérouler les informations sur les gyrophares de signalisation. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit avec, comme vous le savez, interpellation. Nous irons d'abord prendre les images tournées par Cédric Chouna. A tout de suite donc. Je vais parler par rapport au secteur de moto. Ils se sont décidés et créer leur syndicat au nom de Sidakomota pour pouvoir aider le gouvernement à se mettre en règle ou décider à se mettre en règle pour le développement de leur pays. Mais il y a un petit souci qui s'impose. Parce que même si le Benskiner a un problème, a un choc avec un taximan ou une voiture, c'est l'homme Benskiner qui a tué tort. Et c'est là, je trouve que ce n'est pas normal. Par rapport au développement de notre pays, si se sont décidés de se mettre en règle. Effectivement, sa raison n'est pas... Parce que même si un homme en tenue là, il va tuer... Pour lui d'abord, il prend d'abord la moto, il ne cherche pas à savoir s'il a les papiers ou non. Il prend seulement la moto et il s'en va. On ne cherche plus encore à savoir s'il avait vraiment raison ou il n'avait pas raison. Je propose que l'État, il faut que l'État voie au moins ça, ou bien donner les ultimatums aux hommes en tenue pour qu'ils puissent faire bien leur travail. Et là, les Benskiner seront en règle. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau, madame, messieurs, avec ce sujet lié aux conducteurs de moto-taxi. Bon, Bengan, on va surtout dire que c'est une activité qui au Cameroun est en train d'évoluer, parce qu'on voit bien que le chef de l'État a tout récemment officialisé leur présence dans nos villes, mais il y a quand même des réglementations, puisque on a circonscrit certaines zones urbaines où ils sont interdits de circulation, et jusque-là, ça crée toujours des bruits. On a l'impression que ça n'avance pas, que ça coince à un moment donné. Comment vous expliquez ça? Vous vous dites que ça évolue. Bon, peut-être, parce que sur les 100 000 Benskiner au Cameroun, à Douala, peut-être il y en a 5 ou 6 qui ont des papiers. Mais moi, je pense que ça n'évolue pas. Oui. La première raison, c'est que ce métier n'a pas été pensé. Bon, si on peut parler de métier, ça n'a pas été pensé au départ. C'est né comme ça de manière fortuite, et on est en train de chercher une réglementation pour encadrer, et c'est ça qui fait problème. Aujourd'hui, au moins les bases pourraient que un conducteur de moto-taxi doit avoir son permis A, et doit assurer sa moto, et l'immatriculer, l'assurer, et avoir des casques. Bon, est-ce qu'on applique ça? J'ai dit non, on ne l'applique pas. Donc c'est pour ça que
au moins ce basique-là fait en sorte que chaque fois qu'il y a un accident avec un mototaxi, c'est un problème, il a tort. Quand il dit tort, ça veut dire qu'il fait ses dépassements à gauche à droite. Mais prenons même le cas où le dépassement était bien, où j'allais dire c'est un accident qui est survenu, il n'a pas bien apprécié, je ne sais pas, un nid de poule, il est entré dans... Il n'a pas tous ses papiers, on fait comment? Voilà, ce n'est pas réglementé. Moi, je pense que notre compatriote n'a pas raison quand il donne le tort aux policiers. Le policier, bon, quelquefois, il peut avoir des écarts, mais généralement, les mototaxis ne sont pas en règle, ils n'ont pas de papiers. Ils ont peut-être loué la moto, acheté, mais ils n'ont pas les papiers qui encadrent leur activité. Même s'ils se plaignent de ce qu'ils sont ponctionnés. Hein. Bon. Mais c'est pour ça donc c'est le porte-parole des conducteurs. Là, l'État même n'arrive pas à savoir comment les encadrer. Est-ce qu'ils doivent rester au niveau de chaque commune, s'enregistrer au niveau de chaque commune au sein duquel déjà, voilà, ils payent l'impôt libératoire. Il y en a qui ont commencé, mais la moto n'est d'abord pas immatriculée. Il n'est pas soumis. Vous venez payer l'impôt libératoire. Autrefois, moi j'ai vu aussi certains. Donc le propriétaire est à la maison, il ne vous a pas donné toutes les pièces. Il vous donne des photocopies des pièces. Et vous ne pouvez, lui n'a pas fait des pièces officielles. Comme on fait par exemple avec le taxi. Le taxi a ses pièces officielles, on sait quand ceci, la capacité, on sait la carte si l'assurance va être arrivée à expiration tel jour, on le sait, même si le propriétaire du taxi, lui est à la maison, il a autre chose. Le taximan qui conduit, lui, il a aussi un salaire, vous vous arrangez. Mais ce n'est pas le cas avec les motos. Bon, on peut imaginer aussi qu'une tolérance administrative peut être faite pour ces Camerounais qui sont désœuvrés et qui n'ont plus que cette moto-là pour s'en sortir et nourrir leur famille. Nous prenons tous les motos, effectivement. Je pense que ce qu'a voulu dégager notre compatriote, c'est l'idée préconçue que les gens ont des benzikineurs, permettez-moi de les appeler ainsi, ou des mototaximans. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a eu un choc entre un mototaximan, un véhicule, le propriétaire du véhicule sort, il n'a pas deux choses, c'est d'abord des coups de poing qui donnent au propriétaire de la moto, c'est des frappes, parfois il sort directement avec la chaîne, il enchaîne la moto, il ne devait rien savoir, même lorsqu'il a tort. Alors, c'est ce qui a poussé, il faut le dire, les benzikineurs ou les mototaximans à adopter une autre stratégie qui consiste à jouer sur le nombre. Désormais, lorsqu'il y a un choc entre une moto et un véhicule, aussitôt vous voyez 200 motos, ils viennent encercler le monsieur parce qu'ils savent que le monsieur va faire pour essayer de faire un contrepoids. Donc, je pense qu'il a dit là qu'il faudrait qu'on essaie de voir. Et plus pire même encore, lorsque le choc est avec un homme en tenue, on vient carrément porter la moto, on ne cherche à rien savoir, on porte la moto. Donc je pense qu'à un niveau, il faudrait quand même que tous les usagers méritent d'être égaux. C'est-à-dire en termes de choc est là. Du moins qu'on respecte ce qu'ils font, parce qu'ils font un travail, moi je dois le dire, indispensable dans une ville comme Douala par exemple. Ces motos-là, je vous assure, sauvent des vies. Hein. Voilà, donc pour dire même dans nos villages. J'en viens à cela pour dire que les chiffres sont désormais clairs. Sur 100% de motos, il y a 40% qui ont déjà réussi à avoir des papiers immatriculés la moto. Ça prouve que tout doucement, il y a une évolution. Il y a une petite évolution. Ils s'organisent en syndicat. Faites un tour à Dali, puis un syndicat. Ici à Monaco, on a déjà un syndicat. Donc on les pousse progressivement à cela pour pouvoir arriver. Donc j'estime que les usagers aussi, les propriétaires de véhicules, devaient avoir beaucoup plus de respect et de considération pour ces hommes. Celui qui est sur la moto n'est forcément pas un va-nu-pied. Ça peut être un licencié, ça peut être un gars qui a un master, ça peut, on a même vu des gens qui travaillent, qui ont des diplômes, qui travaillent, mais qui se servent de la moto le soir pour arrondir la fin de mois. Oui, et j'ai tout récemment été témoin d'un conducteur de mototaxi qui m'a transporté. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il est enseignant de mathématiques. Alors là, je me suis dit, mais un enseignant de mathématiques qui est obligé d'aller faire ça pour arrondir sa fin du mois, ça prouve bien que ça peut permettre aux Camerounais de vivre et de nous garder en paix. Parce que vous savez, c'est important aussi. Non, il n'y a pas de vivre. Non, je suis d'accord de survivre. De survivre, pas de vivre. Bon, vous dites survivre, mais le bonhomme, je peux vous dire que le bonhomme m'a impressionné parce qu'il avait déjà
construit sa maison. Je dis, bah oui, s'il a réussi à le faire grâce à la moto, c'est quand même son pas... rappel de professeur. Non, il n'est pas enseignant du public. Il est enseignant du privé, Charles Abel. Il n'y a pas eu de rappel. Allez voir, il a conçu ou à Bonaparte. Non, à PK14. Non, mais il y a la vie à PK14. Non, Au Cameroun, nous sommes les forçats contre la mort. Nous ne nous battons pas pour avoir une place au soleil, mais nous nous battons pour ne pas mourir. Tout à fait. Donc, en tout cas, quand il l'a dit, j'étais impressionné parce que je me regardais moi-même qui suis à la télé et je voyais le bonhomme et je disais, mais moi, Il a dit. mais je le projetais sur moi qui suis à la télé. Donc, imaginez-vous. Alors, on va tout de suite avec vous, madame, monsieur, prendre quelques messages des personnes qui réagissent sur les sujets que nous développons sur ce plateau. Avec vous, Florazé. On s'est posé les mêmes questions. Il y a un auditeur, un téléspectateur qui demande pourquoi faut-il prêter serment sur la Bible ou le Coran si on ne peut pas respecter. Alors, il y a une autre réaction ce matin. C'est la page 10-12, c'est ça? Oui, 10-12 Sur Facebook aussi. Oui. La mercuriale est exorbitante et l'État qui ne prend pas des responsabilités en main. Nous avons une entreprise publique comme la Camwater qui délivre un bon d'encre de 4 900 000 francs, donc 800 000 francs retenus comme TVA. Vous enregistrez le bon de commande à 200 000 avant d'effectuer la livraison, après avoir pris un crédit de 2 500 000 francs pour effectuer les livraisons. Et que sur le bon de commande aussi, on vous donne un délai de paiement de 90 jours. Mais allez voir, à la Camwater, on ne respecte pas les prestataires, ne sont pas payés depuis 2015. D'autres se retrouvent au contentieux avec les banques. C'est tuer les PME. Et si l'État déjà ne paye pas les fournisseurs, alors qu'on ne peut pas laisser votre boutique ouverte aussi si vous ne payez pas vos impôts. Voilà, c'est une réaction ce matin. C'était bien, c'était un bon témoignage bien il doit être habitué des couloirs, des marchés publics au Cameroun, donc c'est pourquoi il fait des exemples aussi précis, des cas aussi précis. Ça montre que les Camerounais ont des choses à dire et c'est important qu'on mette des choses comme ça sur la table. Ils ont une association qui s'appelle ACELEC. Ils ont ce problème-là, que ce soit avec l'entreprise qui distribue l'eau, que l'autre qui distribue l'énergie électrique. Ils ont ce problème-là, toujours. Dès que fois les bons de commande arrivent tard, il y a panne, on vous interpelle, on dit à tel venez, après le bon de commande n'arrive pas. Quand il arrive, ça devient le paiement bien tard, ainsi de suite. Rien n'est respecté. Le retour au pays dépend des conditions dans lesquelles on y est parti. Voilà, c'est Alzo à l'extrême nord qui réagit. Voilà, c'est par rapport à l'histoire de tendance. Oui, qu'il est parti par la mer. On ne sait jamais. Et qui n'a pas encore eu le quitus de l'administration belge. Par exemple. Pour les papiers. Parce que vous savez, quand vous épousez une Belge, par exemple, il y a une procédure avant qu'on vous délivre votre carte de... Effectivement, d'un cas comme de l'autre, quoi qu'il arrive, vous êtes le successeur, vous êtes l'unique garçon. Vous devez dire à la famille, par rapport à telle situation, à telle autre, je ne peux pas parce que. Mais vous ne pouvez pas dire je viens. On vous attend, vous d'élaborer le programme des obsèques. Après vous dites non, j'envoie l'argent d'intérêt, je viendrai plus tard. Moi, je trouve... Nous ne sommes pas ici en train de voir, de spéculer sur vit-il bien, ne vit-il pas bien. Il a dit je viens, et après il dit je ne viens pas. Mais au-delà, par rapport à l'histoire du jour, j'ai toujours trouvé que c'était une normalité. Quand on est encore avec autant de... Non, c'est lui qui dit. Non, mais sauf que, mettons quand même aussi en perspective que ce qu'il a manqué de faire ici, c'est de la pédagogie, d'expliquer pourquoi il a mis son Et même ça aussi, on s'est retrouvé dans certaines familles où on laisse le corps à la mort 5 mois, 4 mois, 7 mois, parce qu'on attend un tiers qui est de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est ça aussi. C'est-à-dire que les œuvres soient claires. S'il avait été clair, par exemple, on aurait pu il a envoyé 1 million de francs CFA. Certains disent que le billet coûte 1 million. Bon, ok, d'accord. Il prend son billet d'avion, il vient au Cameroun.
sans jouer dans la poche. On a compris, c'est ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On essaye de regarder tout. Moi, je regarde les concours de l'histoire. On n'est pas en train de faire un débat philosophique. Papa est mort, il a la mort. On fait le programme de deuil par rapport à ce que vous avez dit. Je viens tel jour. On l'enterre, on veut l'enterrer. Vous dites, j'envoie l'argent, je ne viens plus. Je viendrai dans 2 ans. Dans une mort. Il y a le rituel de la mort. Lorsque quelqu'un vient décéder, on annonce le décès. On annonce et on prépare la venue. La transition, permettez-moi, on prépare la transition du monde des vivants pour le monde des morts. Il y a tel de vos fils qui est entré en route, qui est en train d'arriver, il demande son voyage tel jour. Il y a un rituel. Lorsqu'on le transporte pour aller au village, il y a une personne qui est sur la terre de ses ancêtres. C'est pour attendre, c'est pourquoi Mais c'est ce que tu fais quand même ton ami meurt. C'est ça le rituel. Quand on dit on ne va pas à la messe. Sauf qu'on veut la personne, on veut le tout la personne. Il y a quelqu'un c'est ça qui prend la parole. Il y a quelqu'un qui prend la parole sur la terre de ses ancêtres avec autorité. Il dit, il y a une personne qui donne le premier coup de pioche. Aucune personne ne peut donner le premier coup de pioche pour enterrer. On va dire c'est ici qu'on enterre, il donne le premier coup de pioche. Et lorsqu'il a donné le premier coup de pioche, il y a des gens qui se mettent à creuser. Lorsqu'on a creusé, il y a une personne qui prend terre, qui est censée prendre la terre en disant, tu es venu poussière, tu repasses la poussière, avec des dents, il le renvoie. Il y a une personne qui ferme. Il y a une personne qui entend la chanson de séparation, ce qu'on appelle lamentation. Et il y a une dernière personne qui plante l'arbre. Moi, je des personnes mourir, on a mis dans un second, l'émission est terminée. Aux États-Unis, en fait, faites quoi? L'émission est terminée. On entend le même jour, faites quoi? Alors, Chalabel, laissez-moi parler trivialement. Hein. Vous connaissez Massa. Voilà, c'est ce fou rire de vous raser qu'on va bien sûr refermer justement cette autre édition de votre émission 10-12 le Zénith. Passez une très très bonne journée hein, sur notre antenne. Rendez-vous demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.